Tout le monde, hein. Je suis allé regarder hier Michael et j'en ai été retourné. Et donc ce matin, en petit déjeunant, on écoute du Michael. Et puis tout à l'heure, si vous avez des sujets d'actualité que vous voulez qu'on aborde, on va aborder. Je ne suis au courant de rien. En fait, sur Facebook, à part ma page, où je passe le temps à faire des témoignages, à me faire des éloges à moi, à dire à quel point je m'aime, je m'adore, à quel point je suis red dingue de moi-même, comment je suis épris par ma propre personne. Donc à part ça, sur Facebook, en fait, je ne suis au courant absolument de rien. Oui, mais je ne sais pas danser. En fait, j'ai pas de problème avec les choses que je ne maîtrise pas, Moustapha. Il y a des choses qu'on sait faire et des choses... Est-ce que tu vas y aller? Mais je prends mon petit déjeuner. Mais je prends mon petit déjeuner et pris son verre dans l'après-midi, non? Oui. Bah alors, Magali Boursier. Tu m'as dit que ce n'est pas conditionnel ce qu'on va manger. Je t'ai envoyé une vidéo hier de ce que j'avais envie de manger. Tu m'as rien dit à propos. Tu as vu ignorer. Je t'ai envoyé une vidéo hier de ce que j'ai envie de manger aujourd'hui. T'as vu comment c'est gras ton machin? Ah bon? Mais je sais pas, ça a l'air bon. Non? Et si je mange ça, je m'avais fait 10 km à pied. Je peux compenser ou pas? Ah oui, mais en fait, les gens comme Simon, leur propre, c'est justement de parler à des gens qui ne vont pas vérifier ce qu'ils disent. Voilà. Simon, il prétend devant son public que je n'ai plus jamais fait de vidéo de lui depuis qu'il m'a porté plainte. Parce qu'il sait que ces moutons, ils sont 1 million. Et combien regardent ma page? Il y en a très peu. Mes vidéos sur YouTube font quoi? 1000 vues, tout au plus. Donc il prend aucun risque. C'est que la majorité des gens qui le suivent ont ce côté sectaire, c'est de dire si je suis Simon, je ne peux pas suivre Serge. Il y a que quelques égarés parfois qui vont venir. Mais majoritairement, c'est ça. C'est une sorte de cloisonnement de la pensée. Je suis Simon. Serge est un anti-Simon, donc je ne regarde pas ce que dit Serge. Et c'est comme ça que le noir est conditionné à se faire avoir tout le temps. Je vous ai dit, vous croyez en quelque chose, la meilleure façon d'être sûr de ce que vous croyez, allez regarder ceux qui sont contre ce que vous croyez. C'est ça la force. La science et la maturité demandent de penser contre soi-même. D'avoir le courage de penser contre soi-même. D'avoir le courage de questionner quelque chose qu'on t'a présenté comme acquis. Même si ça vient de tes parents. Ton papa, il t'a toujours dit que telle chose existait, c'est très bien. Tu aimes ton père, tu penses que ton papa, c'est un homme brillant, mais va vérifier, connard. C'est ça votre problème. Voilà pourquoi le noir, c'est un éternel... comment dire? C'est une éternelle victime. Parce que vous êtes conditionné à ce que quand vous êtes biaisé, il n'y a aucun moyen de vous rattraper. Quand tu es biaisé, c'est fini. C'est fini, on ne peut pas te rattraper. Pourquoi? Parce que quand tu es biaisé, tu bloques tous les mécanismes qui peuvent te ramener à l'ordre. Tu fuis tous les mécanismes. Donc les gens comme Philippe Simon jouent de ça. Parce que combien de personnes qui suivent Philippe Simon me suivent? Très peu. S'il avait le même public que moi, il ne pourrait pas mentir. Il ne mentirait pas. Il sait très bien que lui, il a des millions de vues. Il a des millions d'abonnés. Moi, j'en ai quelques dizaines. Lui, il fait des vidéos qui font 30 000 vues, 40 000 vues. Et moi, je fais des vidéos qui font 500 vues, 1000 vues sur YouTube. Donc, il sait très bien que quand il va leur dire ça, je n'ai plus jamais prononcé mon nom, les mecs vont prendre pour acquis. Ils vont considérer que s'il m'a fait taire, c'est qu'il avait raison. Mais ils ne seront pas vérifiés. Pourtant, le jour même où je suis sorti du tribunal, j'ai refait un live pour le fumer, en fait. Pour dire à quel point c'est un escroc et rappeler que ce n'est pas là-dessus qu'il m'a amené au tribunal. Il ne m'a pas amené au tribunal pour toutes les accusations que je profère sur ses activités. Parce qu'il sait que ça va être très compliqué de me mettre à défaut là-dessus. Il m'a amené au tribunal pour des propos tribalistes. Voilà. Donc des gens qui disent que la France déteste les Noirs et ils invitent la France pour trancher entre deux problèmes de Camerounais. Donc ils me qualifient de tribaliste alors qu'on est bamiliqués tous les deux. Ils me traînent au tribunal français et ils me font condamner pour propos tribalistes. Voilà. Alors que ça fait 5 ans, ça fait 6 ans que je fais des vidéos de lui disant qu'il est un escroc. Ces vidéos, il y en a un paquet sur ma chaîne.
Il peut dire, ouais, c'est en prescription. Bah non, il y a des vidéos tout le temps sur ma chaîne. Vous allez sur ma chaîne, YouTube, SATV, vous allez tomber sur des vidéos d'il y a moins de 2-3 mois, de 2, 3, 4 mois, où je suis en train de fumer Philippe Simon. Vous avez même des vidéos d'il y a moins d'1 mois. Donc, si c'est là-dessus qu'il veut m'attaquer, il a des éléments, mais il va pas le faire. C'est pas, oui, en fait, c'est pas une affaire de ça dépend de quoi. Tu as le droit. En fait, quand tu es petit, tes parents te donnent le minimum vital pour que tu ne meurs pas. Tes parents te disent, avant de traverser la route, regarde à gauche, à droite. Tes parents te disent, lave les mains avant de manger. Tes parents te disent, ne mets pas, ne mets pas la main dans le feu. C'est normal, c'est des conseils que venant de tes parents, tu as obligation, tu es obligé d'écouter ça à l'époque, puisque tu nais sans connaissance. Donc tu es obligé de fonctionner par mimétisme. Et le mimétisme, c'est capitaliser sur l'expérience de ceux qui te précèdent. Ton père sait déjà que le feu brûle. Donc quand il te dit, n'y va pas, il sait de quoi il parle. Donc tu es obligé de lui faire confiance. Mais à un moment donné, quand on arrive sur des choses un peu plus complexes, tu ne peux plus te contenter de faire confiance à ton père. Je suis désolé, mon papa, il a arrêté l'école en 5e. Vous m'imaginez aujourd'hui, avec le niveau scientifique qui est le mien, me référer à un propos de mon papa datant de l'époque où j'étais en CM2, que je n'ai pas questionné, ça n'a pas de sens. Je veux dire, mon papa, il m'a dit des choses qui sont avérées vraies, qui sont vraies de façon absolue. Quand mon papa me dit le feu brûle, bah il a raison, le feu ça brûle. Ça ne sera pas remis en question, c'est un savoir universel. Quand il me dit l'eau mouille, attention, si tu mouilles ton t-shirt, bah, tu risques d'attraper froid. Bah, c'est universel, ça, savoir. Ça ne sera pas remis en question. Mais sur beaucoup d'autres choses, bah, il faut questionner. Quand ton papa te dit les ancêtres nous parlent, quand ton grand-père te dit les ancêtres nous parlent, ouais, à un moment donné, il faut que tu demandes à ton père comment il arrive à entrer en contact avec les ancêtres. Et la réponse, tu n'es pas initié, ne peut pas être suffisante. C'est une phrase non réfutable. Prétendre que je suis initié et toi tu ne l'es pas, je ne peux pas refuter cela. Et à partir du moment où il n'existe aucun moyen de prouver que ce que tu dis est faux, ça veut dire que ce que tu dis ne relève pas de la connaissance. Quelle que soit l'affirmation que tu fais, il doit exister un protocole susceptible de mettre à défaut si tu mens. Si ce protocole n'existe pas, ça ne veut pas dire que tu as raison. Ça veut dire que ce que tu dis ne relève pas de la connaissance. Par exemple, supposons je dis, j'entends mes ancêtres me parler. Tu me dis, mais moi-même, j'aimerais entendre les miens. Et je te dis, tu n'es pas initié. Comment tu peux vérifier cette assertion? Pour vérifier que ce que je dis est vrai, il faudrait que tu sois initié au sens de ce que je dis. Tu ne peux pas être initié. Donc, en gros, tu ne peux pas refuter. Si je te dis, mon grand-père vient de me dire que toi, tu dois me filer tout ton pognon. Tu n'as aucun moyen de me dire que je mens. Puisque je vais te dire, tu n'es pas initié, donc tu ne peux pas l'entendre. Je te dis, qui est initié pour l'entendre? Tu as dit quelqu'un qui est initié. Comment je fais? C'est ça, c'est ce genre de choses que vous tenez pour vrai tout le temps. Vous êtes capable de venir sur Internet, discuter avec un gars, de dire, tu mens, tu n'es pas tu n'es... Alors qu'un truc qui est prouvé, factuel, qu'on peut vérifier, mais sur ce genre d'affirmation, vous trouvez que c'est parfaitement correct. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, il m'a dit qu'il est initié, donc je le crois. Non, le gars de mon vieil m'a dit, non, c'est justement le problème. Qu'est-ce qui est plus extraordinaire? Que quelqu'un qui soit sur Internet vous dise, je suis temps. Venez discuter, les gens qui vont dire, ouais, mais tu mens sur ton salaire, Donc tu veux dire que tu gagnes plus que Macron? Et les gars, je vais vous dire une chose en France, il n'y a rien de plus simple que gagner plus que Macron, les gars. On n'est pas au Cameroun ici. C'est très compliqué de voir un ingénieur au Cameroun prétendre qu'il gagne plus que Paul Biya. C'est clair et net. Mais vous prenez vos pensées, vos mentalités du pays, vous transportez ici. Sachez que les députés ici, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Député, ils gagnent. Tu me proposes de député, mais tout ce que tu veux, j'y vais pas. Hein. Ça m'intéresse pas. Je vais pas gagner. Je veux dire, le seul truc qu'un ministre va avoir par rapport à moi, c'est les avantages du service, une police qui le garde tout le temps, un véhicule de fonction, un appartement de fonction, des hôtels qui ne payent pas, des voyages quasiment gratos. Oui, là, il a ces avantages. Mais sur le salaire même, c'est très simple. C'est très facile en France de gagner plus qu'un ministre. C'est très facile. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus compliqué, de plus simple que ça. Mais dans votre cerveau, vous voyez le président à l'africaine, celui qui a accès à toutes les ressources. Donc, en tant que quelqu'un peut gagner plus que Macron, pour vous, c'est comme si Macron gagnait des millions. Mais le salaire de Macron, net, c'est 8 500 €, les gars. Macron, net, son salaire net, revenu net de président de la République, c'est 8 500 € net. Donc, comprenez que c'est très facile de gagner plus que Macron. Vous avez des médecins qui gagnent 1000 fois, qui gagnent bien plus que ça. Vous avez des médecins, des avocats, des ingénieurs, mais vous croyez que c'est quoi gagner plus que Macron? Mais vous trouvez ça extraordinaire? Parce que c'est compliqué dans votre cerveau. Mais par contre, quelqu'un qui va vous dire, mes ancêtres m'ont parlé, je les ai entendus, tu vas lui dire, mais comment tu fais pour les entendre? Il va te dire, non, je suis initié, toi tu n'es pas initié, toi tu vas accepter ça. Alors que ça, c'est beaucoup plus extraordinaire que quelqu'un qui prétend gagner plus que Macron. Ça, c'est plus extraordinaire. Vous ne savez même pas encore ça. C'est le problème avec les Africains, c'est la notion de départager ce qui est ordinaire de ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire pour vous est très souvent ordinaire pour les autres. Et ce qui est ordinaire pour vous, en général, c'est extraordinaire.
Et voilà comment vous êtes condamné à vous faire pigeonner tout le temps. Vous avez un mec qui vous crée une formation, il appelle ça accélérateur des destinées. Ça ne vous choque pas? Mon cher ami, un mec qui prétend qu'il va m'accélérer ma destinée, mais ça, c'est l'affirmation la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Comment il fait? Donc, ça veut d'abord dire, ça suppose plusieurs choses. Ça suppose que la destinée existe. Alors, c'est fou. Parce que si la destinée existait, il n'y aurait pas de prison, il n'y aurait pas de tribunal, il n'y aurait pas de jugement. C'est-à-dire qu'on est prédestiné à être voleur. Mais pourquoi vous allez punir quelqu'un alors qu'il est prédestiné à être voleur? Il n'est pas, il est entièrement déterminé par son destin. Donc, pourquoi punir quelqu'un alors qu'il n'y est pour rien? Ça veut dire que quand je vous dis là le gros de votre maman, mais vous ne pouvez pas m'en vouloir puisque je suis prédestiné à vous le dire. Et vous êtes prédestiné à recevoir cette insulte. Vous voyez que ça n'a aucun putain de sens. Mais donc, supposez que, d'abord, pour accélérer la destinée d'une personne, il faut d'abord supposer que la notion de destinée existe. Et cette notion, elle est purement religieuse. Parce que les religieux encore en plus, ils ont introduit cette notion sans comprendre que ça faisait contradiction à leur propre propos. Comment Dieu peut vous punir alors que vous êtes destiné à faire ce que vous faites? Vous imaginez? Dieu me punit, Dieu m'a créé en tant que fœtus, depuis fœtus, il sait déjà que je vais être un gros insulteur. Il sait que je vais être un gros voleur de mangue. Dieu sait, je l'ai été, un bon voleur de mangue. Grimper les arbres, aller piquer les mangues. Il n'y avait pas d'arbres chez nous. Les mangues, si on voulait les avoir, il fallait savoir grimper sur les arbres des autres. Donc j'étais un gros voleur de mangue. Donc je vais aller en enfer pour ça, sérieux. Alors que j'étais prédestiné à aller voler les mangues. Non, ça n'a pas de sens. Vous voyez très bien que ça n'a pas de sens. Donc c'est une notion qui est religieuse. Et non seulement elle est religieuse, mais elle est débile parce qu'elle rentre en contradiction même avec la religion. Puisqu'on ne peut pas punir quelqu'un pour un acte pour lequel il était destiné. Remarquez que les hommes sont meilleurs de ce côté-là. Quand vous êtes un attardé mental, on ne vous punit pas pour un acte que vous avez fait. Vous n'étiez pas... On ne pouvait pas être tenu responsable de cet acte. On considère que vous étiez mu par une force qui est au-delà de vos capacités. Alors vous n'êtes pas responsable. Donc vous n'êtes pas accessible à un jugement. Là, les hommes de ce côté sont plus cohérents. Dieu vous dit, vous êtes destiné à être voleur, et il vous punit parce que vous êtes voleur. Posez-vous la question, c'est vos religions de merde. Donc ça n'a aucun putain de sens. Quelqu'un qui vous dit, accélération destinée, c'est une phrase qui renferme des affirmations extraordinaires. Ça suppose d'abord de démontrer que le destin est une notion qui a un sens. Est-ce que le destin existe? Ça suppose d'abord de démontrer cela, de prouver par les observations. Et puis de montrer maintenant qu'on peut l'accélérer. D'accord? On peut accélérer le destin d'une personne. Ça, tu vois, ça c'est une deuxième affirmation. Et ensuite, démontrer qu'il a cette capacité-là. Donc, il faut prouver le destin, démontrer qu'on peut l'accélérer, et démontrer que lui peut l'accélérer. Parce que c'est pas parce qu'on peut accélérer le destin que ça veut dire que tout le monde peut y aller. On peut aller sur la Lune. Mais est-ce qu'un Camerounais peut aller sur la Lune demain? Non. Vous voyez, c'est pas parce qu'on peut que ça veut dire que toi, tu peux. Est-ce qu'on peut devenir ballon d'or demain? Oui. Est-ce que Serge Anango peut devenir ballon d'or demain? Non. Donc, c'est pas parce que l'homme peut devenir ballon d'or demain que ça veut dire que Serge Anango, lui, il va devenir ballon d'or. Vous voyez bien vous voyez la différence entre ce qu'on peut devenir, ce qui est possible et ce que je peux faire. Donc ça veut dire que aller sur la Lune, c'est possible. Mais il faut la technologie pour y aller. Est-ce que le Camerounais a la capacité d'avoir cette technologie? Non. Vous voyez? Donc, le tout n'est pas de dire l'homme peut aller sur la Lune. Regardez, les Américains sont partis, donc demain, moi, je peux partir. Non. Non, il faut montrer que toi, tu as la capacité d'aller comme les Américains. Donc, vous voyez que c'est une affirmation qui renferme que des éléments extraordinaires. Vous comprenez? C'est que des affirmations extraordinaires. Mais ça, pour vous, ça ne vous choque pas. Par contre, un avocat qui va venir vous dire, je gagne 30 000 euros, vous allez dire, c'est faux. Tu mens. Tu veux dire que tu gagnes 2 fois plus que Macron. Bon, laisse ça, dis donc. On vous connaît, vous les menteurs camerounais ici. Alors que non, je suis désolé. Peut-être qu'il ment. Je ne suis pas en train de dire qu'il ment. Cette affirmation, elle est moins extraordinaire que l'autre affirmation de destinée. Quand on te dit que les sorciers du village ont la capacité, quand tu crois au culte du crâne, quand tu crois que la sorcellerie existe, tu crois à quelque chose qui est beaucoup plus extraordinaire que Mustapha qui est là, qui me dit qu'il gagne 100 000 euros par mois en tant qu'ingénieur. Mustapha, s'il me dit qu'il gagne 100 000 euros par mois en tant qu'ingénieur, c'est moins extraordinaire que le fait de croire qu'il y a un sorcier au village qui est capable d'agir à distance. Ça, c'est extraordinaire, les gars. Et donc, quand c'est extraordinaire, on ne peut pas se contenter des preuves ordinaires. Bah, tu peux pas venir avec une affirmation extraordinaire et ta preuve c'est crois-moi sur parole mon gars. Gars, je te dis donc. Oh, dis donc, là tu discutes souvent trop, hein. Toi, en Ango, si tu discutes tout le temps. Tu peux pas aussi accepter un truc comme ça. C'est souvent ça vos arguments. Et les Philippe, ils m'ont compris ça. Vous n'êtes pas hyper exigeant en matière de raisonnement. Vous n'êtes pas du tout exigeant. Hein. Et donc, vous êtes donc accessible au plumage et au pigeonnage ad vitam aeternam. Vous êtes des pigeons, vous êtes des éternels pigeons. Bon, on continue à boire un petit peu et ensuite continue un petit peu. Super musique de Jackson. Alors, il y a quelqu'un qui dit pourtant la Bible dit que heureux ceux qui croient sans voir. En ce sens, on croit aux évangiles qui ont toujours été extraordinaires. Oui, mais bien sûr, même temps, quand tu crois. Tu es Mahométan, Ibrahim, Mbombo, pardon. J'ai tendance à t'appeler Ibrahim Mbombo parce que
étant donné que j'ai grandi dans ta région, Moustapha, je suis plus Bamoun que Tchang. En fait, ce que je veux dire, c'est que les origines de mes parents, c'est Tchang. Mais dans les faits, je suis plus Bamoun que Tchang. Mon secondaire, c'est à Foumbot. Les premiers geusiers que j'ai dégustés, ben, c'est à Foumbot. D'ailleurs, le premier geusier, c'était une Bamoun, pour te dire. Carrément, c'est une Bamoun qui m'a, comme on dit dans le jargon, décapsulé. Dans un champ de maïs. En pleine saison de maïs. C'est quand on cultive le maïs, que les sions sont encore propres, mais les maïs sont déjà assez hauts. Donc il peut se passer des choses là-dedans, évidemment. Donc, donc je suis plus Bamoun, clairement, que Camerounais. S'il y a une région, si tu me dis, quelle est la ville que tu as envie de développer aujourd'hui, quelle ville tu aimerais participer à son développement, je te dirais Foumbot. Parce que je dois beaucoup à cette ville. C'est pas une affaire de tuer Tchang, ton père parle Tchang, ta mère parle Tchang. Ça, c'est comme ça qu'on vous a endoctriné, en fait. J'ai rien à voir avec Tchang, en fait. À part le fait que mes parents viennent de là, je n'ai aucun attachement avec cette ville. Mais absolument aucun. Si je voudrais être maire dans une ville et apporter ce que je sais au Cameroun, je me dis, c'est Foumbot. Je dois énormément à cette petite ville. Alors que vous, on vous a conditionné à dire que non, ton village, c'est ton père qui a décidé. Non, mon père ne décide pas le village où je suis. Mon papa, il avait de l'attachement avec Tchang, il a ses souvenirs à Tchang, il a son vie, il a grandi là, il est né là, tout ce que tu veux. Il a commencé à partir de Tchang quand il est devenu fonctionnaire. Très bien. Mais moi, mon attachement, c'est Foumbot. C'est là-bas que je suis devenu un homme. C'est à Foumbot que je suis devenu un homme. Donc clairement, mes souvenirs, ils sont. La ville que je connais comme ma poche, c'est Foumbot, c'est pas Yaoundé. Yaoundé, je connais le Kradat où j'étais à l'université, je connais la carrière où j'ai grandi jusqu'à l'école primaire. Autant vous dire qu'on ne bougeait pas énormément. Où est-ce que je suis devenu un homme? C'est à Foumbot. Si vous me dites, tu aimerais apporter quoi? Qu'est-ce que tu pourrais? Quelle est la ville au Cameroun? Tu as envie d'apporter quelque chose pour qu'elle décolle? C'est Foumbot. Pourtant, je ne parle pas un mot de Bamoun. Hein. J'entends le Bamoun. Je sais dire Chop Nayop. Les connaisseurs vont savoir ce que ça veut dire. Je sais dire ça. Je sais. Je sais dire des choses comme ça, tu vois. Je savais insulter parce que c'est la première chose que tu apprends dans le Noun. Les Camerounais qui sont souvent choqués par rapport aux insultes, les Bamouns, c'est des gros insulteurs, vous ne les pouvez pas, les gars. Vous ne pouvez pas. C'est la première chose que tu arrives, quand tu arrives dans le Noun. Premier truc que tu apprends, c'est Chop Nayop. C'est-à-dire le cul de ta maman. Moi, j'avais mon voisin qui était Bamoun qui disait à son enfant, quelle petite. Donc c'est un pater qui dit à son que le sgeg de ton pater, quoi. Tu vois, c'est une insulte en fait. Elle dit le sgeg de ton père, c'est une insulte au Cameroun. Le pater, lui, dit à son enfant le sgeg de ton père, quoi. Il dit à l'enfant, Chop Nayop. Donc tu dis le pater qui dit à son enfant que le cul de ta mère, quoi. En gros, le cul de ma femme, quoi, ça veut dire. Non, mais, c'est des beaux souvenirs. Moi, je suis très surpris. En fait, au Cameroun, on se dit bonjour avec l'insulte. Moi, je suis très surpris quand les gens viennent faire les fragiles sur Internet. Ça me fait rigoler. C'est des gens, soit, qui sont dans le déni total. Un peu comme ceux qui sont choqués par un noir qui se fait aplatir aux États-Unis, alors que lui, le matin, il a assisté à une crémation de voleurs. Et il trouvait tout à fait juste qu'un voleur soit cramé. Hein? Mais par contre, qu'il soit aplati par un policier blanc aux États-Unis, ça non, ça c'est pas acceptable, non. Non, faut pas abuser les gars, non, ça c'est exagéré quoi. Non, pas quand même jusque là, voilà. C'est ça l'hypocrisie des Africains. Non, moi je vous ai dit, les outils que j'utilise la plupart du temps contre vous, c'est les outils que vous maîtrisez très bien. Sauf qu'il se trouve que vous êtes très surpris de me voir dans ce rôle-là en fait. Vous vous attendez pas. Pensez que les mecs quand ils ont fait long crayon, ils vont se laisser parfois écraser par les bêtises de ce genre. Il se trouve qu'avant d'être long crayon, j'ai grandi au quartier. Donc je connais tout ça mon gars. Quand je ne fais pas usage, même l'ancham. Venez me chercher à l'ancham, non? Venez me chercher même par là. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas des lives tous les jours pour dire j'ai l'ongoum, machin, que ça veut dire que tu vas le croiser dans la rue, tu vas l'écraser facilement. Non, venez me chercher, les gars. Vous allez lire là. Allez demander à Colin Stana. J'ai l'impression d'ailleurs que depuis Colin Stana, plus personne n'a plus jamais menacé de m'attaquer. Parce que les gars étaient convaincus. Hein. Même quand ils ont fait croire que Colin Stana a gagné, non, ils savaient très bien que le gars... Parce que évidemment, s'il avait dominé, il aurait des vidéos. Il aurait eu les vidéos d'un Serge au sol en train de supplier. Mais il n'a rien eu de ça. Donc les mecs savaient très bien qu'il a lu là, mais on avait envie de, juste pour faire mal à Serge, de croire que c'est l'inverse. Bizarrement, depuis personne n'a jamais menacé de jambe. C'est bizarre. Ils sont venus 3, hein. Ils sont venus à 3. Non, parce que les gars, quand tu as trop fait les mathématiques, tu développes le d'Alembertien, machin, bidule, ça veut dire que, gars, Dieu t'a donné le cerveau, mais il t'a refusé l'ongoum. En fait, je vous dis, j'étais un voleur de mangue. En matière de, le 100 mètres, mais il n'y avait pas mon Dieu. La seule fois que quelqu'un m'a gagné en 100 mètres, c'était une meuf, elle s'appelait Atenga. Un flux s'appelait, elle avait le nom, son nom commençait par A commencer. Putain, j'ai mal dormi, gars. J'ai mal dormi. Parce que, non, je te dis, j'ai mal dormi le jour où une gars m'a gagné au 100 mètres. La seule fois où on m'a gagné au 100 mètres, moi, j'étais pas bon j'étais pas résistant. C'est pareil, d'ailleurs, de façon générale, je suis pas résistant.
Quand moi je ne chamaille quelqu'un, il faut rapidement qu'en 3-4 minutes je le mette KO. Parce que si ça dure 5 minutes, le rapport de force inverse. Donc, je vous dis, si je commence à se rendre compte que ça va être compliqué, je vais garder une énergie pour détaler. C'est pour vous dire. Parce qu'au-delà de 10 minutes, là, je sais que... Sauf s'il est plus fatigué que moi, d'accord? Si c'est un résistant, il peut juste wait 3-4 minutes. Et après, il me fait leader. Parce qu'au début, là, j'ai l'énergie, hein, nickel. Mais sauf que je me fatigue vite. Donc, je crois que si je commence là, moi, si au bout de la 3e minute, je me rends compte que le gars, je vais garder les 2 énergies qui restent pour détaler, en fait. Parce que là, pour le coup, il ne pourra pas me rattraper. Hein. En 2014, j'étais un peu plus costaud parce que mon poids, il fait ça. Donc, moi, je suis gros, de moi, je maigris. En 2014, j'avais un poids déjà qui était un peu plus gros que celui... J'étais un peu plus gros que là. Je suis allé voir mon pote en Allemagne, Bastien, et il prétendait que... c'est quelqu'un qui fait le marathon, il court tout le temps. Mais je lui disais que, cours comme tu veux, mais au 100 mètres, je te dépasse. Il a dit, bon. Donc, comme on avait un autre 3e ami qui était allemand, vous savez que les Allemands, c'est pragmatique. Il faut qu'on vérifie cette affaire-là. Comment tu peux dire que tu cours plus que Bastien, Serge? On va aller vérifier. On est parti faire 100 mètres, j'ai les 8 propres. Donc, à la vitesse, je suis nerveux. C'est la résistance qui a pas toujours été mon fort. Donc, courir, à l'école, la résistance, j'étais pas très fort. Quand on faisait 4 tours de terrain, j'étais lessivé au dernier tour du terrain. Mais le marathon, le 100 mètres, non, j'étais très bon. J'étais très bon. Je t'ai dit une fois, c'est une gars qui m'a gagné au 100 mètres, on l'appelait Atenga. Je me rappelle, elle s'appelait Atenga quelque chose. Non, j'ai mal dormi, gars. J'ai mal dormi qu'un gars me gagne au 100 mètres. C'est pas possible. Gagne au 100 mètres. Non, j'ai mal dormi. J'en suis encore énervé de vous en reparler. Vous pouvez dire. C'est pour ça, donc c'est pas parce que les gens ne viennent pas sur Internet. Oui, j'aime bien mettre plus en avant le côté intellectuel, mais sachez qu'au niveau du voyou, je sais aussi être un voyou parce que je l'ai été. Hein. Moi, j'étais un élève turbulent, j'étais pas l'élève geek à l'école. J'étais un élève turbulent, j'étais à la fois meilleur dans pas mal de domaines dans mon lycée, mais j'étais aussi un gros dragueur de femmes, quoi. Donc, ça dit que vers la dernière année en terminale, je ne pouvais même plus avoir une garde du lycée. Parce que j'étais presque fiché, quoi. Les gars m'avaient déjà affiché comme un infidèle de pas possible. Donc, les seuls gars que je pouvais choper, c'est les gars qui étaient hors du lycée. Donc, c'était très compliqué. Donc, pour vous dire que moi, j'ai toujours fonctionné dans le désordre avec tout. Je ne me suis pas concentré dans l'idée d'être bon sur un truc, geek, machin, budget. Et c'est pour ça que vous avez la surprise, vous êtes parfois surpris de me voir dans ce rôle. Le problème, c'est qu'au pays, quand on voyait des gars qui étaient très bons en maths, c'était des gars geeks avec leurs petites lunettes coincées du cul. Donc, les mecs qui étaient puceaux même jusqu'à 25 ans, quoi. Donc, on a souvent tendance à me prendre pour ce genre de personne. Non. J'ai d'abord été un très mauvais élève. Donc, ce qui veut dire que j'ai d'abord été un bon voyou. Et puis, quand j'ai commencé à avoir l'école, j'ai gardé les restes du côté voyou. À partir de la 3e. À partir de la 3e, c'est là que j'ai commencé à y aller un peu l'école. Et comme j'étais déjà un voyou avant, prédestiné à finir garagiste et mécanicien, c'était ça mon destin, soit menuisier ou mécanicien. Vous savez, les trucs qu'on apprend à l'apprentissage. Je savais que j'allais faire le BPC 2-3 ans, j'ai échoué 2-3 fois, et puis je m'en vais faire ça. Et donc clairement, j'évoluais vraiment comme un voyou. Voilà. Donc quand j'ai commencé à Yamo le school, j'ai gardé mes restes de voyous. C'est avec ça que je vous traite aujourd'hui. Parce que si j'ai pas ça, non, c'est que vous m'avez win. J'ai pour win les animaux camerounais, il faut pas que c'est pas que l'école. Hein. Il faut savoir parler leur langage. Il faut savoir les gérer pareil. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce que vous imaginez, quand tu viens là, tu veux leur expliquer les grandes théories. Ah, Mouf, tu n'as rien à dire, dégage, blablabla. On commence à te raconter. Mais il faut savoir leur répondre. Et ça, ces années de voyous, de vandales, ça m'a aidé. Ça m'a donné un outil imparable. Donc je remercie ces années. Il faut savoir tout faire. Il ne faut pas être bon que dans un truc. Il faut être bon dans beaucoup de choses. C'est hyper important. Ta question est pertinente, Georges. C'est pour ça que j'avais, en y réfléchissant 2 fois, le jour où le gars m'a donné Rancra pour l'Ancham, en y réfléchissant 2 fois, tu me donnes un tel rendez-vous, je n'irai plus. Ça, c'est clair et net. Quand je dis prêt, ça veut dire que si tu me prends par surprise, ça s'appelle une légitime défense. Tu ne vas rien me faire. Avec un TGM important, un bagarre, on risque de se retrouver immobilisé plusieurs jours. Non. C'est pas... D'abord, il faudrait qu'il arrive à m'immobiliser. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit l'inverse. En fait, moi, je fonctionne de façon statistique. La plupart des êtres humains, Ncham, avec ce que la nature leur a donné. Et très peu, Ncham, ont la technique parce qu'ils l'ont apprise. Donc, quand tu as appris que tu as la technique, tu es forcément déçu de quelqu'un qui ne l'a pas. Donc, moi, quand je regarde la plupart des êtres humains qui me menacent sur Internet, statistiquement, je crois que dans 97%, je les mets KO. Pas parce que je suis fort, parce que j'ai appris à le faire. Tu viens avec un couteau, si tu ne sais pas utiliser le couteau, je vais te désarmer, ça va se retourner contre toi. Parce que j'ai appris à le faire, c'est pas naturel. Maintenant, quelqu'un qui est le couteau comme ça, qui croit que ouais, parce qu'il a le couteau, il a un avantage, et qui ne sait pas l'utiliser, face à moi, ça peut se retourner contre lui. Donc, je sais que quand des gens venaient me chercher en route, je ne prends pas beaucoup de risques.
La probabilité que la personne qui soit sur Internet en train de dire je m'énerve face à ça, je vais taper sur un ganou est très faible. Si c'est un ganou, si c'est un ganou, je trace direct, je n'essaye même pas d'un charme, mon gars. Que je suis fou, comme disait le grand philosophe Jean de Dieu Momo. Mais la plupart du temps, monsieur tout le monde vient avec même, tu viens avec ça même. Dans 97% des cas, je te mets KO. C'est pas un sujet, quoi. Voilà. C'est pour ça et moi, je suis même assez honnête, je vous donne des limites. Je vous dis, les 3 premières minutes, c'est là où il faut que je te mette KO direct. Et j'ai les moyens de le faire la plupart du temps. C'est au-delà que ça peut. Au-delà, il faut que je garde l'énergie pour pouvoir tracer, parce que je ne vais pas faire le con non plus, quoi. Si je me rends compte qu'au bout de 3 minutes, j'arrive pas à te mettre KO, mais je trace. Je suis pas non plus suicidaire, faut pas déconner. Mais ça m'est rarement arrivé d'avoir à tracer. C'est rare. Mais j'ai eu des gens qui m'ont neutralisé. Hein. Moi, j'ai un chargeur là que j'étais go attaquer. Il était chargeur, il m'a même pas. Il m'a juste poussé, je suis tombé et je me suis fait mal à l'épaule. Mais c'est comme ça. Et c'est pareil, une fois, je suis allé attaquer un gars en seconde, il m'a filé une belle raclée. Il m'a tellement nac qu'il faisait même la capoeira. Tu sais, par Ranaoué, là, il faisait le pas de la capoeira, là. Donc, ça m'est arrivé des pertes de combat, c'est clair. Mais franchement, la plupart du temps, je les ai gagnés. Donc, j'ai pas de problème là-dessus. C'est pas une affaire de je vais aller. Oui, la fois où j'étais parti, c'est que j'étais un peu plus jeune que ça. Hein. Rappelez-vous, c'était il y a 7 ans. Donc, il y a 7 ans, j'ai quand même dans la trentaine. Donc, je le sens chaud. C'est les mêmes raisons pour lesquelles je suis allé à l'ambassade, montrer que j'ai pas peur. C'est les mêmes raisons pour lesquelles je suis allé à Sri Lanka. J'étais dans cette logique-là que non, je veux montrer aux gens que j'ai pas peur. Aujourd'hui, j'ai plus que ça à faire. On est d'accord. Et à l'époque, j'avais pas le TGM, mon pote. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi que les enjeux sont bien plus importants. Donc, quelqu'un qui me dit rendez-vous à tel endroit, j'y vais pas. Si tu veux maintenant que c'est toi qui viens. Et donc, t'inquiète pas que je serai suffisamment prêt pour t'accueillir de telle enseigne que l'hypothèse que ce soit moi qui soit immobilisé, elle est très faible. D'ailleurs, je ne peux plus jamais go à un tel rencard seul, Georges. J'avais pris un gros risque, c'est vrai. Il se trouve que c'était 3 branquignoles, donc ça va, c'était pas 3 charmeurs, c'était 3 branques. Donc ils sont tous barrés comme des pigeons, ils ont laissé l'autre Collins qui était bourré. En fait, j'ai aucun mérite de l'avoir mis KO parce qu'il était bourré en plus, ce mec. Je sais pas qui partait faire. Le mec était bourré, il venait chercher l'encham. Il a la chance que je n'étais pas plus lâche. Là où justement le statut change, c'est que quand il était au sol, Georges, je pouvais lui faire un truc dur. Mais j'avais plus à perdre. C'était le 19 juillet. C'était en juillet, c'était la fin du mois de juillet, la veille de mes vacances. Donc je devais juste prendre le TGV, retrouver ma famille à Nantes et on prend la route pour aller en Corse. Donc si je lui avais donné un coup d'épied au testicule, il finissait à l'hosto, je finissais en garde à vue. Et donc le risque était clair que ma famille s'avance en vacances en moi et je crois que Magali m'aurait tué en fait. Non, je crois qu'elle m'aurait liquidé en fait. Hein. Je serais plus seulement flinguer les vacances pour une connerie comme ça, bien sûr, elle m'aurait tué. Mais je vous dis, dans cette période-là, j'étais dans une logique de dire que j'ai la cohérence de mes idées, je n'ai pas peur de les exprimer, je n'ai pas peur d'affronter mes adversaires. Et donc, quiconque me donnait rendez-vous, j'y allais. Quand on me dit on va à l'ambassade, je sais très bien qu'aller à l'ambassade, c'est une stupidité. Je sais que c'est une grosse merde d'y aller. Mais pourquoi j'y vais? Parce que je veux prouver aux gens que je suis là. J'ai pas peur. Et ceux qui étaient devant l'ambassade vont voir. Je n'étais pas parmi les casseurs. J'étais devant en train de chercher où sont ceux qui me menacent. C'est pas que je comptais sur les gars de la base. Il faut jamais aller attaquer la bagarre, tu comptes sur un BAMS. Les BAMS, c'est les gars qui te soutiennent comme la corde soutient un pendu. Tu peux pas compter sur, tu peux pas compter sur eux. Donc, croyez-moi, je ne comptais pas sur eux. Limite que j'avais mes 2 frères avec moi. Donc s'il y avait un truc, je sais que c'était Platini et Nelson, ils étaient à moi. Donc voilà, si tu peux dire les personnes, mais pas que je comptais sur un Max Senior ou un Calibri, s'il m'arrive un truc, il ne faut jamais faire ça dans la vie. Je vous dis, c'est des mecs qui vous soutiennent comme la corde soutient un pendu. Leur soutien, c'est quand ça sert leurs intérêts. C'est pas pour des raisons, comment dire, c'est pas pour des motifs nobles, non. C'est que quand ça sert leurs intérêts. Les gens qui m'ont soutenu, quand j'ai dit, j'ai insulté la maman du président, quand on m'a porté plainte, les gens qui m'ont soutenu, c'est les mêmes qui, quand j'ai commencé à questionner leur cohérence, c'est les mêmes qui me disaient, mais les pieds au Cameroun, on va t'arrêter. C'est les mêmes qui ont retourné ça contre moi. Donc, il faut jamais compter sur eux. Donc, évidemment, je ne comptais pas sur eux. Mais oui, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui me dit rendez-vous à un endroit, déjà, je ne vais pas me déplacer pour y aller. Non, non, s'il veut me voir quelque part, c'est lui qui vient. Et vous inquiétez pas, quand il va venir, il sera accueilli de façon noble. Parce que j'ai compris que tu peux donner un cas à quelqu'un, tu viens avec 3 personnes, on ne dit pas que tu es lâche. Donc tentez de me dire que je suis lâche dans ces cas de figure. Je vais vous fumer, les gars. Quand c'était Colin, c'est non, il n'était pas lâche. Hein. Il n'était pas lâche. Le mec, je suis prêt à mourir ici. Je vais venger le peuple camerounais. Alors qu'il y a 3 gorilles avec lui. Bon, il n'y a que 2 des gorilles qui ont participé à la bagarre. Il y en a un qui était tout habillé en blanc. Il ne voulait pas salir, on dirait. Il ne voulait pas trop salir. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut pas suivre ces gens-là. Faut toujours, quand tu fais un truc, compter sur eux. Et je le sais depuis. C'est pour ça d'ailleurs que je n'étais pas surpris quand ils se sont retournés contre moi avec une haine incommensurable. Attendez, on me dit là qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Il y a l'action quelque part, les gars.
Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas? Il paraît qu'il y a de l'action quelque part. Question simple et claire. Wilfried Ekanga, tu travailles où? Dis au Camerounais ici où tu travailles. Depuis 12 ans. Nulle part. Depuis 14 ans. Nulle part. Si c'est ça la question. Nulle part. Est-ce que je peux Pourquoi tu ne maintenant travailles pas répondre à Ekanga? Pourquoi l'analyse? tu ne travailles pas Ekanga? Non, attendez, Parce les gars, que il y a c'est Bertie le ma Kamit. décision. Il y a Bertie le La Kamit qui décision de affronte ne pas Wilfried travailler, Ekanga quelque en quoi part. tu es un exemple donc? Je ne suis pas un exemple. Est-ce que je peux revenir sur l'analyse? C'est-à-dire que ton premier boulot que tu voulais avoir dans ta vie, c'était d'être nommé par Maurice Kamtoka et serait président, c'est ça? Tu travailles depuis 14 ans que tu es en Europe. Tu as une fiche de paie Ekanga? Tu travailles où? Nulle part. Est-ce que je peux revenir sur l'analyse? Je parle d'analyse politique. Ça reste tes simples opinions à toi et ton analyse politique. Ok, parlons donc. Est-ce que je peux revenir sur les opinions politiques? Ton analyse politique, donc, quand tu as fait ton analyse politique avec le directoire du Désolé, priorité au direct, les gars, priorité au direct. Au soir du 5 août, qu'est-ce que vous avez prévu? Et pourquoi vous n'avez pas anticipé sur les événements, sachant qu'il pouvait arriver que la candidature soit rejetée? Tu vois qu'on a perdu le temps pour rien alors qu'on aurait pu continuer là où on C'est était. justement toi qui perds le temps, parce que je te pose une question simple. Là, j'ai deux de mes gibiers qui s'affrontent, c'est très drôle. Basé sur le Sénégal. Les questions sont pourtant simples, mes questions sont surtout. Moi, Bertie le Kamit contre Wilfried Ekanga, c'est drôle, quoi. Ça, c'est mes deux gibiers, ben, ils sont en train de se... On joue à quoi exactement? Bertie le Kamit, je te soutiens sur ce coup. Lâche pas Wilfried. Bertie, il n'a pas répondu déjà. Donc, ok, laisse-le donc parler. Ok, laisse-le parler donc, laisse-le. Tu as voulu savoir qu'est-ce qu'on a préparé le 5 août. Je te dis que ce qu'on a préparé le 5 août a été amorcé par Maurice Kamto en amont dans le discours du 31 mai à Paris. J'explique ce que les Camerounais n'ont pas compris à ce moment-là. Simplement l'actualité de ce qui s'est passé au Sénégal. C'est pile dans le cadre de la question que tu as posée, à moins que tu ne voulais pas écouter la réponse. Le Sénégal nous parle ainsi de la question simplement, qu'est-ce qui s'est donc passé au Sénégal pour que ça nous parle? Je Ça se passe là. simplement ce qui Ça se s'est passe passé là, au les gars. Sénégal. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Si tu ne veux pas écouter la réponse, ne pose pas la question. Ou alors, si quelqu'un te dit le Sénégal nous parle, tu as déjà compris ce qu'il veut dire par là. Vous n'avez justement pas compris. Je prends le temps d'expliquer ce que vous n'avez pas compris. Et vous avez un problème avec l'explication, mais on va où? Le Sénégal nous parle, Maurice Kamto nous dit donc, regardez comment le peuple a réagi quand les candidats prévus par le peuple ont été éliminés au Sénégal. Et là, j'ai évoqué simplement les conditions dans lesquelles les candidats ont été éliminés par le peuple au Sénégal. Donc, je disais que Bassirou Diomaye Faye, on lui a créé une affaire derrière, l'affaire Mbaye Niang. Ousmane Sonko, on lui a créé une affaire derrière, l'affaire Adji Sarr. Et Kanga, tu bosses où? Et Kanga, tu travailles où? Torpiller la loi pour les mettre en prison. Quelle a été la réaction du peuple sénégalais? Ils se sont levés de manière horizontale, sans la consigne d'un messie ou d'un ayatollah, sans la directive d'Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye, et ils ont dit au président de la Cour constitutionnelle sénégalaise, M. Badio Camara, nous n'allons pas laisser passer la forfaiture. Si tu piétines la loi, il ne se passera rien ici parce que les candidats que nous avons choisis sont ceux que nous voulons voir à la tête du Sénégal, ou à minima concourir pour la présidentielle. On ne veut pas des alternatives, on ne veut pas des plans B, on ne veut pas d'un scénario prévu par tes soins. Donc, Maurice Kamto, pour revenir à la place de la République, ce que tu ne comprends pas depuis, quand tu me poses des questions de maternelle, c'est que si le même cas de figure arrive au Cameroun, comportez-vous exactement comme le peuple sénégalais, c'est-à-dire soyez un peuple et contestez le mépris de la loi. C'est pour ça qu'il ajoute, je n'ai jamais rien demandé à Paul Biya que de respecter les lois. Et il est même surpris, il dit, mais le paradoxe est là-dedans. Monsieur Berthier, on fait de la pédagogie. Et écoute, je n'ai pas fini. La preuve, c'est que la faute dont revient au peuple du Cameroun qui ne sait pas le dire. Je n'ai pas fini. Écoute. Puisque tu es en train de divaguer. La faute revient, on va résumer ça. Mais tu laisses le parler, pardon. Le peuple camerounais ne fait pas son laisse-le parler, ne manipule pas Bertie. Le peuple camerounais ne fait pas la sorcellerie, Bertie. Ne sois pas de vampire. La faute donc à qui? La faute à qui sur le peuple camerounais ne sait pas. Non, mais Bertie, le Kamit est pertinent sur ce coup-là, les gars. Tu as épuisé tes jokers. Tu as posé les questions que tu voulais me poser. Tu travailles où aussi? Maintenant, revenons à l'analyse. Tes jokers sont épuisés, donc tu n'auras pas autre chose. Quand on parle d'analyse, je te dis encore, on ne peut pas te compter parmi ceux qui font véritablement de l'analyse. Oui, on va continuer. Qu'est-ce que tu fais en termes d'analyse? Tu as tendance à expliquer aux gens laisse-le finir, de façon très claire et de façon très simple. Tu as l'impression que derrière ça, il y a quelque chose de très spécial. Le très spécial là n'existe pas, c'est toi qui l'inventes et tu es donc dans l'esbrouf, justement. Je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord avec toi.
Non, je Non, n'ai pas le justement, temps parce pour... que tu es en Je n'ai pas mission, le... Nestor. Tu es en mission, tu as oublié. Je n'ai Tu as pas oublié le que temps pour ça. Restons dans tu la es dans la logique. même secte dont ton objectif, c'est d'accompagner. Tout à fait, Daniel. Hein. Oui, je pense que c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire, évidemment, de sensibilisation. Mais c'est un travail de tout le monde. C'est pas le travail de quelques personnes. Les parents doivent apprendre ça à leurs enfants. Essayez de sortir de la tête de vos enfants que vous êtes de là où vos parents sont nés. Vous êtes de là où vous avez vos souvenirs. Voilà. D'ici à la fin de cette année, j'aurai passé plus ma vie en France qu'au Cameroun. Donc, à votre avis, je dois me sentir quoi? À la fin de cette année, j'aurais passé plus de ma vie en France qu'au Cameroun. À la fin de cette année, j'aurai 45 ans. Je suis arrivé en France, j'avais 22 ans. Donc à la fin de cette année, j'aurai 45 ans. J'aurais passé 23 ans en France et 22 ans au Cameroun. Tu vois, mes souvenirs sont où, en fait? J'ai des souvenirs à Fumot, mais j'ai surtout pas mal de souvenirs en France. Beaucoup de choses qui ont fait ma vie aujourd'hui sont en France. Qui vous a dit que je suis obligé de réfléchir en termes de tchan? C'est pour ça que je vous dis, vous êtes trop prisonniers, vous n'êtes pas déjà émancipés. Alors, les Français ont dépassé ça. Vous avez bien quelqu'un, ses origines sont bretonnes, mais il s'installe en PACA. Son enfant qui est né en PACA, quand tu dis tu es d'où, il dit je viens de PACA. Mes parents viennent de Bretagne. Il s'appelle Kermanak. Donc il est originaire de Brest. Il est né à Brest. Mais moi je suis né à Marseille. Je suis né à Aix-en-Provence. Donc oui, je porte un nom Kermanak, mais je suis d'origine. Je suis d'Aix-en-Provence. C'est là-bas qu'il est né, c'est là-bas qu'il a grandi, c'est là-bas que tous ses amis sont, c'est là-bas que son enfance a été faite. Il allait peut-être en Bretagne une fois tous les 3 ans. Tu lui dis qu'il est forcément breton parce que son père vient de Bretagne. C'est cette prison dans laquelle vous êtes resté enfermé. Vous êtes resté enfermé là-dedans. Parce que si Moustapha était né à Tchang, il réfléchirait toujours comme un Bamoun. Genre, je suis né à Tchang, j'ai grandi à Tchang, j'ai vécu tous mes souvenirs à Tchang, mais moi je suis du Choumom. Je suis du Choumom. Voilà. Donc, il sera obligé de danser le Mundou. Alors que même si ça lui dit rien, parce que comme son papa, ses grands-parents dansent le Mundou, il va danser le Mundou. C'est comme ça que vous êtes. Donc vous êtes prisonnier en fait au final. Et même moi j'ai refusé cette prison. Je me définis où je suis. Le stade de 6 mots qui se remplit. 6 mots un stade. Tu veux ça. C'est-à-dire tu veux ça. Tu veux savoir ce que, comment dire, la faute est-elle au peuple camerounais ou non? Et j'étais en train de te dire, je suis dans un cheminement. Parce que Maurice Kamto a répondu à cette question-là le 31 mai à la place de la République. Il a dit justement, la révolution est horizontale. Si nous échouons cette révolution, ce sera la faute du peuple camerounais. Pourquoi il l'a dit? Non pas pour accuser les Camerounais, mais pour leur dire que l'incitation que je vous fais à aller étudier l'histoire des autres peuples, vous avez l'obligation d'aller étudier cette histoire pour savoir exactement quoi faire à ce moment-là. Mon cher Bertie, c'est ça là que tu refuses d'écouter ici quand je veux te détailler comment les autres peuples ont réagi face à des situations similaires. Et c'est pour ça que quand la situation s'est présentée au Cameroun, vous êtes accoquinés avec la sinistre vermine en question, au lieu de faire ce qu'il fallait faire et que les autres peuples ont fait ailleurs. Quand on refuse la culture, on se retrouve dans les cultures, dans la brousse. Maurice Kamto a donc dit, moi j'ai dit à Paul Biya de respecter les lois et d'appliquer. Et je suis d'ailleurs surpris, puisque c'est lui-même qui a mis ces lois-là. Il s'attend à ce que Paul Biya respecte les lois quand, en 2018, il a gagné les élections. Paul Biya a rejeté sa victoire, l'a mis en prison, l'a séquestré à son domicile pendant 72 jours. Mais de quoi tu parles, Kanga? Tu as l'impression que tu as fait, en face de toi, tu as des idiots? Tu dis que... si, vous avez des idiots en face, oui. La loi. On dit que ce n'est pas ce qu'on attend de vous, monsieur, qu'il faut bousculer le régime. Sors de la distraction, Ekanga. Tu vas distraire tes idiots avec ça. Tu ne peux pas me distraire avec ce genre de choses. Maurice Kamto gagne une élection en 2010. Il fait que personnaliser le débat depuis. Non, mais attends, Ekanga, tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. C'est pour ça que tu impressionnes les naïfs qui t'écoutent. Oh tu là vas pas là. nous Oh là là. Tu impressionnes les naïfs. Quelle On te pose des sauvagerie. questions très simples, Ekanga. Quelle sauvagerie. Tu dis que Répondre simplement. à la place de la République, Maurice Kamto ne faisait que dire à Paul Biya de respecter la loi. Mais vous vous attendez à quoi? Vous faites Je le même n'ai chose pas en filmé, tu ne attendant comprends. des résultats différents. C'est le même Biya qui a mis Kamto en prison 9 mois. C'est le même Biya qui l'a séquestré 72 jours. C'est le même Biya qui a dit, c'est avec ses studies qui se préparait à rejeter la candidature de Kamto. En tant que structure politique, est-ce que vous avez donc anticipé sur les événements? Est-ce que vous avez donc préparé ce qui devait arriver à ce moment-là? Tu viens nous dire que Maurice Kamto ne faisait que dire à Biya de respecter la loi. Mais de quelle loi parles-tu? Il sait très bien que Biya ne va pas respecter la loi. La question ici, c'est d'anticiper.
Mais pourquoi tu prends des gens pour des idiots? Qu'est-ce que tu racontes depuis comme ça? Tu Écoute, crois que c'est les toi gens te prennent au sérieux quand tu parles comme ça? Écoute, écoute. Tu as fini. Tu es prêt à écouter maintenant? Je suis prêt à écouter si tu dis des En choses tout cas, sensées. Arrête de dire des bêtises. En tout Ekanga. cas, en tout cas, C'est pour écoute. ça que tu aimes bien ce genre de personnes qui t'écoutent religieusement, qui t'envoient des cadeaux. Tu ne fais que personnaliser le Quand débat. on commence à te poser des vraies questions, tu es incapable de répondre. Je suis en train de répondre. C'est toi qui personnalise le débat. Regardez là du choc. Je dis, Maurice Kamto dit. Je n'ai pas dit que Maurice Kamto n'est pas naïf. Tu as raison, Mustapha, effectivement, c'est que les gens comme Abel Elibi Lobé font, c'est ramener le Cameroun dans un passé très lointain qui n'a plus de sens, en fait, pour nous, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ils veulent que le pays n'avance pas. Donc, faut pas tomber dans ce piège-là. Si tu es Douala, tu te sens Douala, tu as acheté ton terrain à Douala, tu es Douala, mon ami, et personne ne pourra t'expliquer ça. C'est la loi camerounaise qui fait foi. Arrêtez de donner de la visibilité à ce genre d'animal. C'est même pas la peine de commenter ces propos. Vous me verrez jamais faire un live pour m'offusquer des propos d'Elimbi Lobé parce que ça n'a aucun sens. C'est donner de l'écho à cela. Les Camerounais sur le terrain ne vivent pas ce genre de choses. Voilà. C'est, je veux dire, dans la vie de tous les jours, les Camerounais ne sont pas discriminants. Un Béti préfère sortir un Bami valable qu'avec un Béti soulard. Voilà, c'est comme ça. Et un Bamileke préférera une Béti qui est une femme digne, qui cuisine bien, qui s'occupe bien du foyer, qui l'encourage à une Bamileke qui n'a aucun sens. Donc en gros, une fois, on n'est pas dans les personnalisations des débats et tout ça, quoi. Donc faut pas tomber là-dedans, il faut pas écouter les gens qui ont ça parce que ça ne correspond pas à la réalité. Moi, je connais pas des gens qui m'ont discriminé en amitié parce que je n'étais pas du même village qu'eux. Je connais pas ça. Moi, perso, je n'ai jamais participé à ça. Moi, je détestais quand quelqu'un me parlait Tchang parce qu'il savait que j'étais Tchang. Je répondais toujours en français d'abord. Un, parce que je parle pas bien, je parle pas le patois. Mais de deux, parce que je trouvais ça absurde. Si je suis avec des gens, si tu as des choses à me dire en privé, tu attends qu'on se retrouve en privé. Tu viens pas me parler le patois. Et parfois, tu parles de celui qui est à côté de moi. Et parce que tu veux me rappeler qu'on est frères. Celui qui est à côté de moi, si je suis à côté, c'est parce que j'ai de la considération pour elle. Donc, quand tu viens avec ton patois, essayer de ramener une certaine fraternité qui ne vient que du village, je ne suis pas d'accord avec ça. En général, je trahissais le propos du gars, en fait. Je très souvent été appelé traître. Parce que je ne trempe pas dans la fausseté. Donc oui, ça s'appelle traître chez vous. Mais moi, ça ne s'appelle pas être traître, ça s'appelle être correct. Si je vois... les seules fois où on parlait codé devant une tierce personne, c'est quand on avait un ami qui était avec une fille et qu'on voulait parler de la fille en langage codé sans qu'il ne comprenne. On utilisait les mathématiques, la géométrie, la chimie et la physique. On trouvait des figures de style que la meuf n'allait pas comprendre pour parler. Pour que la nana ne comprenne pas. C'est les rares fois où je parlais d'une personne en prenant d'une tierce personne à un autre en sa présence, en faisant en sorte qu'elle ne comprenne pas. Mais les gens qui venaient avec le patois et les choses comme ça, moi je ne trempais pas là-dedans. Je ne trempe pas là-dedans, donc voilà quoi. Ouais, c'est... Le problème en fait c'est que il y a toujours un moment où la politique et la réalité se font face. Le politique n'a pas intérêt, le politicien camerounais n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une émancipation intellectuelle au Cameroun. La clé de la longévité est là-dedans. Donc quand tu me demandes d'interpeller un ministre, pourquoi on inculque aux enfants des outils d'auto-défense intellectuelle dès le bas âge, tu es en train de me demander d'interpeller un ministre pour qu'il enseigne aux enfants comment se tirer une balle dans le pied. Vous croyez que celui qui va venir après Paul Biya n'aura pas envie de faire 43 ans? Celui qui va venir après Paul Biya va chercher à réfléchir à comment je fais 43 ans. La solution ne doit pas venir d'eux. Au niveau de l'éducation, la solution doit venir de la population. La population doit s'émanciper. Les parents doivent arrêter de dire à leurs enfants « Ne sortez pas manifester pour mourir pour rien ». Les parents doivent arrêter de dire ça. Les parents doivent encourager les enfants à se battre pour ce qui est juste. Et pour ça, ils doivent dire à leurs enfants « Nous, vos parents, on a été des crevures, on a été des giclures, on a été lâches, on a été des minables. Vous avez l'opportunité de faire mieux que nous. » Ils doivent avoir le courage de dire ça. Ils doivent avoir ce courage-là. Clairement, de dire aux enfants, on a été des minables. En matière d'éducation, on ne vous a pas donné les bonnes valeurs. On vous a enseigné la soumission et pas l'humilité. L'humilité, ça suppose curiosité, ça suppose envie d'apprendre. Et l'étonnement aussi. Vous, les Camerounais, ils ne savent pas s'étonner. Ils savent s'étonner que des choses qui leur parlent, eux. Quand un Camerounais voit l'avion voler, il n'est pas étonné. Parce qu'il ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Il va avoir une explication, c'est la sorcellerie du blanc. Nous, on n'a pas de sorcellerie chez nous. Sauf que quand il veut voyager pour aller en Europe, il va utiliser la sorcellerie du blanc et pas la sienne.
Là, je ne sais plus, c'est Platon qui disait que l'étonnement, c'est fille de la connaissance. On apprend quand on est capable de s'étonner. Quand un phénomène, quand tu vois un truc, ça t'étonne. Moi, quand j'arrive là la première fois, moi j'ai l'habitude de voir un train qui roule en faisant des secousses, même à 20 km à l'heure. Voir un TGV qui roule à 300 km à l'heure et avoir une stabilité sur la voie, ça m'étonne. Ça m'émeut. Il y a beaucoup de choses comme ça là. C'est des trucs bêtes comme ça qui me donnent des frissons. Quand je regarde un avion en décollage, j'ai des frissons. Je dis, regarde ce que l'homme a été capable de faire. C'est incroyable. Décoller 400 tonnes du sol. Faire voyager ces 400 tonnes à une vitesse de 800 km à l'heure, c'est énorme. Ça m'étonne. Ça me bluffe. Même moi-même qui suis dedans, je suis toujours étonné. Quand je vois un TGV, je sais pas, quand je suis au-dessus d'un pont, je vois un TGV qui avance vers moi, qui passe sous moi, là, avec une certaine stabilité, ça me crée des frissons. Ça m'étonne. Quand je peux lancer un coup de fil, ici, 10 secondes, même pas 2 secondes après, quelqu'un me répond au Cameroun, je suis étonné. Mais vous, ça vous étonne pas. Quand je passe la boîte de vitesse dans ma voiture, ça m'étonne. Parce que c'est un mécanisme complexe. Ça demande pourquoi il y a une boîte à vitesse. Et quand tu vas aller regarder, tu vas te rendre compte qu'un moteur thermique, c'est un équipement qui fonctionne, qui a une certaine plage dans laquelle il est rentable. C'est-à-dire qu'il y a une plage pour laquelle le rendement est haut. Donc ça suppose que tu as la notion de ce qu'on appelle rendement, la notion de ce qu'on appelle courbe de fonctionnement d'un moteur. On dit voilà, le régime optimal, c'est entre 1800 tours par minute et 3000 tours par minute. Il faut à tout le monde que le moteur tourne dans cet espace-là. Mais tu ne peux pas le coupler directement à la voiture parce que quand tu vas freiner, tu risques de sortir. Quand tu dois accélérer, tu risques de sortir de cette zone et tu vas consommer 4-5 fois plus parce que le rendement il chute drastiquement sur les bords. Rendement, ça veut dire que pour la même consommation de carburant, tu fais moins. Quand tu fonctionnes à la plage où le rendement est optimal, ça veut dire que tu vas consommer 6 litres au 100. Si tu fonctionnes hors de ces plages-là, tu peux consommer 14 litres au 100 pour la même distance et pour le même fonctionnement de moteur. Donc, il est important. Et donc, du coup, comment on fait pour décorréler les roues avec ce régime-là, quoi? Faire en sorte que le moteur il tourne tout le temps dans cette plage-là, mais les roues puissent tourner quand ils veulent. Ça suppose des mécanismes de transmission. Ça suppose des changements de régime. Et c'est là que tu rentres dans la complexité de la boîte à vitesse. Tu te rends compte que ce truc-là, quand tu as facilité la vie, tu passes juste comme ça, la machine, mais c'est simple. Tu te rends compte que c'est très compliqué. Des gens pensaient. Quand tu dis, mais attends, quand je fabrique ma propre voiture, avec les bambous, quand je tourne à un virage, quand je tourne, en fait, il y a toujours un glissement. Ben, c'est normal. Parce que les deux roues sont sur le même arbre. Et donc, quand je tourne, il y a une roue qui parcourt moins de distance que l'autre. Et donc, pour qu'ils puissent rester ensemble, celle qui est à l'intérieur doit glisser. Donc, ça crée du glissement. Et donc, comment on a résolu ça? Avec le différentiel. Et quand tu vas regarder la technologie du différentiel, cette technologie qui fait que, quand je tourne la roue pour aller comme ça, cette roue est programmée pour parcourir moins de distance que celle qui est à l'extérieur, pour pas qu'il y ait du glissement. Mais quand tu vas regarder, tu te dis, non mais les gars sont forts. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. C'est pas de voir un vieux villageois cracher du feu qui m'étonne. Parce que très souvent, ça, c'est faisable, en fait. C'est des expériences qui peuvent être faites par tout le monde. On arrive à vous impressionner avec ça en vous croyant que c'est énorme. La même chose que on arrive à vous impressionner on vous fait marcher sur du charbon, on vous impressionne. Moi, j'étais impressionné quand j'étais petit. Lorsque je voyais ma grand-mère, c'était pas ma grand-mère exactement. C'était mes grands-parents. Moi, j'ai pas connu mon grand-père, ma grand-mère paternelle, pardon. Donc, mon père a grandi chez ses grands-parents. Donc, quand j'allais au village, la plupart du temps, la concession d'accueil, c'était chez mes arrière-grands-parents. Et donc, chez mes arrière-grands-parents, il y avait une grand-mère là-dedans qu'on appelait Ngron. Donc, la maman d'en face, un truc comme ça, ce que ça veut dire en chant, qui avait cette capacité de prendre le charbon avec sa main pour mettre dans la pipe et écraser avec ses doigts. Mais ça me bluffait. Je trouvais que cette maman, elle avait des super pouvoirs. Parce que moi, quand je regarde le charbon, ça brûle. Donc, toucher le charbon, déjà, c'est étonnant. Le mec, il ramassait le charbon, elle mettait comme ça dans le truc, elle écrasait ses doigts. Je dis, oh, putain, c'est incroyable. Incroyable. Ça m'étonnait. Je trouvais que cette maman avait des super pouvoirs. Mais à 45 ans, à bientôt 45 ans, vous croyez que ça m'étonne encore? Non. Moi-même, je peux faire ça. Ça ne tient pas des super pouvoirs de la grand-mère, ça tient des propriétés du charbon. Le charbon, c'est un matériau qui a une très faible capacité thermique, et une très faible capacité thermique couplée avec une conductivité faible, d'accord, et a une masse volumique très faible. Ces trois composants forment à eux ce qu'on appelle l'effusivité. L'effusivité, c'est un paramètre thermique qui est la racine du produit des trois. Racine de lambda fois ρ fois Cp. Donc, le charbon est très faible sur les trois. Donc, son effusivité est faible. Alors que l'acier a une masse volumique forte, une conductivité forte et une capacité thermique qui est assez forte. Pas autant que l'eau, mais quand même pas mal.
Donc l'acier est hautement effusif. Donc quand tu touches au charbon avec tes doigts, la température que ton corps ressent plus facilement, c'est la température de ton corps, puisque le corps humain est plus effusif que le charbon. Le lambda rho CP du corps humain est supérieur au lambda rho CP du charbon. Donc c'est ton doigt qui dicte le transfert thermique. Donc comme tu es à 37 degrés, ton doigt ressent plus facilement 37 degrés. Donc c'est pour ça que ça ne te brûle pas. Mais demande à quelqu'un de faire la même chose avec l'acier incandescent. Il va lire l'heure direct. Son doigt va s'arracher immédiatement. L'acier est hautement effusif. Donc l'acier qui est incandescent comme ça, là, à 800 degrés, tu touches, c'est 800 degrés que tu sens. Ça t'arrache le doigt. Alors que quand ma grand-mère l'a touché comme ça, là, elle ressentait quoi? Une température qui était autour de 60 ou 62 degrés. C'est pour ça que ça ne la brûlait pas. C'est pour ça que n'importe qui peut faire la même expérience. Comme l'expérience de marcher sur du charbon, tout le monde peut faire ça. Il faut juste pas t'arrêter. Tu mouilles tes pieds avant, tu profites d'un effet qu'on appelle l'effet Lenfrost, tu profites du fait que le charbon est très faiblement effusif et tu peux marcher sur du charbon. Tu n'as pas besoin de super pouvoir pour ça. C'est de la physique. Mais on peut vous bluffer avec ça quand vous êtes des ignares. Vous allez croire que putain, le gars marche sur le feu. Après, il vient te dire, vous voyez, ça dépend de la concentration. Quand on concentre, on a connecté avec les ancêtres, on peut faire ça. Mais non, c'est de la physique, mon gars. C'est très simple. Tu peux le faire toi-même. Mais par contre, demande au gars, le jour où il y a quelqu'un qui veut t'impressionner, ça dit, non, le charbon, ça ne me va pas. Mets l'acier au feu, d'accord? Quand ça commence à être rouge et tu fais la même chose, on voit. Il ne peut pas tenter sa maman. Enfin, s'il tente sa maman, il ne fera qu'une fois. Hein. Il sera handicapé après. Ça t'arrache le pied direct. Parce que tu vas ressentir les 2500 degrés de l'acier là, direct. Vous voyez la différence ou pas? Comment la physique peut permettre de faire? Il faut d'abord s'étonner. Une fois que tu t'étonnes, tu vas chercher les causes. Une fois que tu as compris les causes, en fait, l'étonnement, il tombe tout seul. La connaissance, c'est la fille de l'étonnement. Si vous n'êtes pas capable de vous étonner des choses dans la vie, parce que certains même parfois disent que s'étonner, c'est être villageois. Certains vont même cacher leur étonnement parce qu'ils ont peur de l'exprimer sous prétexte qu'on va leur dire qu'ils sont villageois. Mais en fait, non, désolé les gars, c'est l'étonnement qui produit la connaissance. Si vous n'êtes pas capable de vous étonner, c'est que vous n'êtes pas un être conscient. Un chien, quand il voit un avion décoller, il ne s'étonne pas. C'est parce qu'un chien n'est pas conscient. Un chien, quand il rentre dans la voiture, il voit le système de transmission de vitesse, il n'est pas étonné. Parce qu'il n'est pas conscient. Un chien qui regarde la télé ne se dit pas, mais comment ces images font pour m'arriver à moi? Il regarde. Il a peut-être l'impression que c'est une sorte de miroir qui fabrique ses propres images. Il n'est pas étonné, le chien, parce qu'il n'est pas conscient. Moi, je suis étonné. Je suis étonné de l'idée que je sois dans mon salon. Il y a quelqu'un à Paris, à Boulogne-Billancourt, qui enregistre une émission qu'on appelle le JT. Pendant qu'il parle, je reçois ça en même temps. De façon limpide, claire, nickel. Pas de sable, c'est nickel, comme si j'étais en face de lui. Ça m'étonne, les gars. Ça m'étonne. J'ai beau être scientifique, j'ai beau être ingénieur, ça m'étonne. J'ai beau comprendre les fondements théoriques qui expliquent ça, ça m'étonne. Et je n'ai pas peur de le dire. Je suis tout le temps étonné. Et si toi, tu n'es pas tout le temps étonné, c'est que tu es comme un chien qui regarde la télé, mon gars. Tu n'es pas juste conscient. Ne crois pas que c'est parce que tu es blasé. Tu n'es juste pas conscient. Non, normalement, quand quelqu'un vient d'arriver en Europe, tout ce qu'il voit doit le bluffer, en fait, s'il est conscient. Il doit être là comme ça, là. Mais d'ailleurs, vous savez comment on reconnaît un touriste à New York? Parce qu'il est tout le temps comme ça, là. Parce que les Whites, quand ils arrivent là-bas, les gratte-ciel pour eux, c'est étrange. Il n'y en a pas des masses à Paris. Hein. Vous avez la tour de Montparnasse, vous avez quelques tours à la Défense terminées, c'est tout. Paris, c'est pas une ville de gratte-ciel. Pour une raison simple, le gratte-ciel n'est pas commercialement intéressant. Le gratte-ciel, c'est une vitrine, mais c'est intéressant techniquement et financièrement, ce n'est pas intéressant. Donc les gens ne le font pas n'importe comment. On a créé un endroit à la Défense, on a décidé de faire ça là-bas, mais vous n'allez pas avoir des gens en Nantes qui décident de dire on veut créer un parc de gratte-ciel. C'est pas intéressant financièrement. C'est très compliqué techniquement. À surface égale, un gratte-ciel coûte 50% de plus que deux immeubles de la même totalité d'étages. Je veux dire, je fais un gratte-ciel de 100 étages, ça coûte 50% de plus que 2 étages de 50 étages. 2 immeubles de 50 étages. Donc le gratte-ciel, c'est pas intéressant financièrement. C'est juste pour des vitrines. C'est quand des pays font ça pour avoir une sorte de carte postale. C'est plus là-dessus qu'ils misent sur le soft power, sur l'attrait, sur impressionner, que sur les aspects techniques. Donc forcément, un Français, quand il arrive là-bas, ben, il est bluffé puisque ça ne veut pas partir sur l'environnement. Il est comme ça tout le temps. Ah putain, oh la vache. Ben, vous reconnaissez très rapidement les Européens là-bas. Un Dubaïote, quand il va à New York, non. Il n'est pas bluffé par ça parce qu'il y en a plein déjà à Dubaï. Des gratte-ciels, il y en a un paquet à Dubaï. Un Singapourien, il y en a plein. Un Taïwanais, il y en a plein. La plus grande tour du monde, je crois, à Taipei, je crois que c'est en Taïwan, c'est en Thaïlande. Taïwan ou en Thaïlande, je ne sais même plus. Bref, ces gens-là, ils ne sont pas bluffés. Mais un Européen, un Français, un Anglais, un Allemand, mais quand ils y vont, tu les reconnais très vite. Hein. Quand tu te balades à New York, tu reconnais très vite qu'il est touriste. Il est là comme ça. Là. Ah ouais, la vache, ah la vache. Il est étonné. Il est étonné. Il a la tête tout le temps en l'air. Demande à Magali, son cou pouvait se casser à New York.
Et l'étonnement, c'est ça, en fait. C'est ce qui te permet de comprendre comment les choses marchent. Si tu es touriste, tu arrives à New York, tu marches la tête basse, tu n'es pas étonné par les gratte-ciel, et tu n'es pas juste tu es un villageois qui est inconscient. Tu dois t'étonner. Salut Jules, Nicolas. Tu dois t'étonner en fait. L'étonnement, retenez-le, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce live, l'étonnement, c'est la fille de la connaissance. N'ayez pas peur de vous étonner. N'ayez pas peur. Quelque chose vous étonne, étonnez-vous. Bluffez. Vous êtes bluffé, dites-le. Et cherchez à comprendre comment ça marche, pour lever l'étonnement. L'étonnement, ce n'est pas une fin, c'est un début. Ça doit attirer votre curiosité. Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que ça fait que? Et puis après, tu vas te rendre compte que, ouais, le génie, ce n'est pas ce que je vois. Le génie, c'est d'y avoir pensé, en fait. Le génie, c'est le mec qui a créé le système différentiel pour découpler les deux roues du même axe. Ça, c'est le génie. Le génie, c'est le gars qui a créé le système de transmission. Ça, c'est du génie. Le génie, c'est celui qui a utilisé la batterie pour lancer le moteur, démarrage du moteur. Quand vous regardez toutes les courbes caractéristiques d'un moteur thermique, ça part jamais de zéro. Parce qu'un moteur thermique ne peut pas démarrer par lui-même. Il a besoin d'une énergie extérieure pour lancer le cycle. Donc c'est pour ça que quand vous regardez une courbe caractéristique d'un moteur thermique, une courbe caractéristique d'un moteur électrique, ça part de zéro et ça monte. Presque de façon linéaire. Mais une courbe caractéristique d'un moteur thermique, ça part toujours d'un certain niveau. Quand on dit courbe caractéristique, comment dire, c'est l'énergie produite en fonction du cycle. Voilà, c'est l'énergie produite en fonction du cycle. Et vous remarquez que ça ne part jamais de zéro. Un moteur thermique se lance quand l'arbre a commencé à tourner. Et il faut une source extérieure pour lancer. À une époque, c'était une manivelle de vent qui tuait des personnes parfois, parce que ce qu'on appelle le fameux retour du bâton. C'est-à-dire que les gars lançaient le moteur. Quand le moteur partait, le bâton pouvait parfois revenir, et avec le couple moteur, ça frappait la personne. Il y a eu beaucoup de morts là-dessus. Démarrer la voiture comme ça par devant, ça a tué pas mal de gens. Donc il y avait souvent des accidents. On est passé à celui qui utilise une batterie extérieure et un moteur électrique pour lancer le moteur. Donc quand tu attires, c'est ce qui se passe quand tu tournes la clé du contact. Tu lances le moteur électrique, lequel lance l'arbre. Et une fois que l'arbre est parti, le cycle il peut prendre la relève et puis le moteur thermique il s'entretient tout seul. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que quand parfois la batterie était défaillante, on faisait ce qu'on appelait au Cameroun tchouker la voiture. Tchouker, c'est utiliser donc l'énergie motrice, l'énergie des roues. Hein, c'est prendre l'énergie qu'il y a sur les roues pour entraîner le moteur. Donc tu découples le moteur des roues. Une fois que tu as lancé la voiture à une certaine allure, tu couples les deux. Donc, c'est la roue qui va entraîner l'arbre moteur et qui va lancer le cycle. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelait tchouker la voiture. Dès qu'il a on va tchouker quand voilà, on a poussé la voiture, on avait les voitures qui démarraient comme ça. Ça veut dire que le système d'allumage, l'alternateur était foutu. Et pour démarrer la voiture tout le temps, il fallait pousser. Donc mon papa avait les voitures comme ça. Là. Quand il sortait, on poussait. Et il s'arrangeait toujours à garer à un endroit où il y avait une pente. S'il était sûr, s'il n'y avait personne pour l'aider à démarrer, il garait toujours quelque part où il y avait une pente. Il mettait la cale dessus. Parce que très souvent, le frein à main, on ne faisait pas confiance au frein à main. Dans la notion de fameuse cale là, tout le monde en avait une dans sa voiture. Et donc, quand tu veux partir, bah, tu enlèves la cale, tu découpes, et puis tu profites de la gravité, hop, tu démarres ta voiture, et puis tu t'en vas. Donc, tu avais des gens qui fonctionnaient comme ça, quasiment en permanence, avec leur voiture ou leur moto, sans jamais réparer. Hein. Les mecs que tu voyais tout le temps pour démarrer sa moto, ils poussaient sa moto, et ils montaient dessus, et ils partaient direct. Quoi. Voilà. Parce que le système d'allumage était défaillant. Et changer, ça coûtait de l'argent. Bon, un peu d'huile de coude pour pousser, ça marchait bien, quoi. Donc... C'est des petits souvenirs comme ça. Mais les voitures électronisées aujourd'hui, c'est fini ça. Tu peux plus faire ça. Tu peux pas choquer une voiture électronique. Il y a beaucoup de systèmes de sécurité qui font que tant que tout n'est pas au point, mais ça marche pas. Donc c'est pas que un problème de l'allumeur. Il faut que tous les éléments soient ouverts pour que ça marche. Non, la boîte automatique, tu ne peux pas parce que la façon dont elle est conçue ne permet pas en fait. C'est au niveau de la conception de la voiture. D'ailleurs, même, en fait, c'est même pas une question de boîte automatique. Les voitures qui sont pas mal électroniques, parce que les vieilles boîtes électronique, ça marchait. Tu mets ça sur la vitesse basse. Il faut simplement mettre sur neutre. Et puis quand la voiture part, tu la mets sur une vitesse qui est basse. Et puis bah, tu déconnectes les roues du moteur, de l'arbre de transmission. Et ensuite, tu reconnectes. Ça se fait par accouplement. D'accord? C'est l'accouplement en fait. C'est la transmission par friction. Puisque tu as deux arbres. On parle d'accouplement quand la transmission se fait
dans le prolongement, vous avez plusieurs types de transmissions. Vous avez la transmission avec des systèmes de renvoi d'angle. Vous avez la transmission avec des roues dentées. Vous avez la transmission avec des courroies. Et en fait, la transmission qui est entre la boîte à vitesse, entre les roues et l'arbre de transmission, c'est un accouplement. Donc, quand tu appuies sur l'embrayage, tu desserres. Et quand tu lâches, tu les reconnectes et ça reprend directement. Donc, c'est transmis par friction, en fait, tout simplement. Et donc, donc à chaque fois, quand tu mets sur neutre, tu es comme ça, là. Le moteur est là, l'arbre de transmission est là, et les roues sont là. Voilà. Le système de renvoi d'angle qui est connecté sur les roues est là. Donc, quand tu pousses la voiture, ici, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Lorsque tu connectes les deux, hop, comme il y a une certaine inertie due à l'élan de la voiture, et hop, ça va entraîner le moteur. Et le moteur, en fait, dès qu'il est lancé, le cycle peut partir. Il n'a plus besoin d'être lancé, il est déjà lancé, le cycle peut continuer. Donc, c'est juste une question de découpage. Avec une voiture automatique, tu peux... simplement, les voitures électroniques, depuis 97, depuis les années 2000, les voitures sont fabriquées au-delà des années 2000, c'est compliqué de choquer avec. Parce qu'il y a trop d'électronique dans la voiture, et il faut que tout le système de sécurité soit opérationnel. Ce système de sécurité-là, il marche... parce qu'il y a il y a les normes de pollution et tout le Bataclan, toutes ces choses-là. Vous avez, quand votre voiture produit un certain niveau de pollution, il ne démarre plus en fait. Hein. D'abord, vous avez des voitures qui ont de l'AdBlue, certaines voitures diesel qui ont l'AdBlue. Si tu ne combles pas l'AdBlue, tu ne démarres pas ta voiture. Donc tu peux jouer comme tu veux. Donc il y a beaucoup de programmes électroniques qui doivent répondre au vert pour que la voiture démarre. Ces programmes répondent naturellement au vert quand tu utilises la clé de contact. Mais quand tu utilises la transmission, quand tu veux choquer, en fait, ils vont pas démarrer l'allumeur. Donc, le carburateur va pas fonctionner, en fait. Donc, tu vas choquer, ça va entraîner la roue de la voiture, et puis, le moteur, l'inertie du moteur, qui ne s'est pas lancé, va freiner progressivement, la voiture va s'arrêter. Parce que toute la partie, le système d'alimentation, les bougies, le carburateur, tout ça est connecté au fait que le contact, quand tu tournes, il y a plein de signaux là qui doivent être ouverts pour que la voiture démarre. Je sais pas, vous avez sûrement remarqué, quand vous tournez sur des voitures beaucoup plus récentes, quand vous tournez sur le contact, vous avez un système de contrôle qui est hyper rapide, qui est rapide. Mais tout ça, ça met tous les voyants au vert. C'est quand tout ça est au vert que ça peut démarrer. Il y a des voyants qui peuvent ne pas être au vert, qui vont simplement te dire, pensez à vérifier tant. Donc, ce n'est pas un problème. Ça se met en orange. Pensez à vérifier tant. Mais si c'est rouge, ça ne démarre pas. Or, quand tu bypasses le contact, en fait, tu ne permets pas cette vérification-là qui permet d'assurer que le véhicule va fonctionner logiquement. Donc, tout le système de carburation, les bougies, tout ça ne sont pas alimentés. C'est pour ça que quand tu choques, en fait, finalement, comme le moteur ne s'est pas lancé, le moteur, il freine. Donc, puisque toute la compression qu'il y a dans le moteur, ça freine. C'est ça le but, c'est ça le fonctionnement du frein moteur. Toute cette compression-là fait que ta voiture va ralentir et puis va s'arrêter. Tu pourras répéter l'opération autant de fois que tu veux. Ça démarrera pas. C'est la partie sécurité qu'il y a dedans. Mais avec un véhicule automatique des années 90, des années 80, ça marche pareil. Ça marche pareil. Vous savez, les véhicules que les gars... Vous voyez très bien que les mecs, dans les films, ils avaient souvent l'habitude d'aller couper, bypasser le démarreur. Ils prenaient deux câbles, ils mettaient tchouk, 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 ça marchait, non? Mais tu ne peux plus faire ça avec une voiture aujourd'hui. Tu peux plus. C'est pour ça que quand dans un film, on a besoin d'une scène comme ça, on va prendre une voiture des années 90. Tu ne peux pas faire ça avec une voiture des années 2000, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, la technologie a évolué. C'est pour ça, désormais, même dans certains films, pour pouvoir voler une voiture, ils vont faire du carjacking. Voilà, c'est plus simple. Ce n'est plus comme à l'époque, la voiture était garée, tu pétais la vitre, tu rentrais, tu connectais deux trucs, tchic, 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 et la voiture, ça va. Non, non, non. Dans une scène de film où le voleur, où le héros doit se barrer avec une voiture, il est obligé de faire du carjacking. C'est-à-dire qu'il est obligé d'attraper quelqu'un au volant, on lui dit, file-moi ta clé, donne-moi la voiture là rapidement. C'est la seule. Mais il ne peut plus faire le tchic. Ah, c'est fini ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que certains environnements sont comme sur les films. Par exemple, en Europe, c'est très rare de voir des films avec des scènes de bagarre sur le toit du train. Parce que depuis les années 70, depuis qu'on est passé au nucléaire en France, quasiment tous les lignes, je dirais 92% des lignes ferroviaires de France sont électrifiées. Donc tu peux pas bagarrer au-dessus, mon gars. Tu peux pas bagarrer. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de films européens avec des scènes de bagarre sur le train. Alors que les Américains, vous avez beaucoup de films américains avec des scènes de bagarre sur le train. Voilà. Là, c'est tout ça, quoi. Donc, c'est hyper compliqué. Et même les films, même où parfois vous voyez un avion qui atterrit sur l'autoroute, c'est des films qui sont très peu réalistes. Parce que c'est très rare sur une autoroute que sur 3 km, tu n'aies pas un pont qui enjambe la voie. C'est très rare.
C'est très très rare. Sur une autoroute, tu as toujours un pont qui enjambe la voie. Alors que dans les années 50, Nicolas, tu avais ce genre de films. Tu avais des films avec des bagarres sur les trains. Mais en Amérique, tu peux toujours la voir parce que il y a une grosse partie des lignes ferroviaires qui n'est pas électrifiée en fait. Les Américains n'ont pas trop développé la ferroviaire à cause de l'avion. Ils ont cru que l'essence allait toujours être là. Ils n'ont pas développé la ferroviaire. Donc du coup, effectivement, tu as encore beaucoup de trains aux États-Unis. Tu vois, par exemple, tu te rends compte que Los Angeles et San Francisco, deux grandes villes de Californie, l'État qui à lui seul pourrait être le 3e ou le 5e État de la planète en termes de capacité, ces deux villes ne sont pas reliées par un vrai train, quoi. Par un train à grande vitesse. Ils sont reliés par un train blablabla, mais ils ne sont pas reliés par un train à grande vitesse. Ils sont quasiment à la même distance que Paris et Marseille. Pourtant, la Californie, je crois, elle seule, elle est plus riche que la France. Hein. Donc, ils n'ont pas développé ça, en fait. Ils n'ont pas beaucoup développé. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où la bougie fonctionnait directement dès que l'arbre à cam commençait à fonctionner, donc ça, il n'y avait pas de problème. Tant que la bougie peut démarrer sans avoir à recevoir une autorisation. La bougie ne demandait pas d'autorisation pour démarrer. Alors qu'au jour de la voiture, tous les systèmes pour démarrer demandent une autorisation à un système central. Ce système central doit vérifier que le démarrage s'est fait par la bonne voie. C'est ce qui permet d'éviter l'antivol. Tout l'antivol qu'il y a sur les voitures, c'est l'électronique. Donc, tous ces systèmes-là, quand tu ne passes pas par la bonne voie, bah, la bougie dit « comme on dit chez les Banjounes, je refuse. Donc, tu pousses, voilà. C'est pour ça que pour voler une voiture, il faut une clé que la voiture reconnaît. La source d'énergie du train, c'est le diesel. C'est le diesel, en fait. Tu as deux types de diesel. Tu as le diesel à transmission directe, qui se fait encore en Amérique avec les grosses locomotives. Mais quand vous avez des autorails, c'est-à-dire que c'est des trains qui n'ont pas de locomotive. C'est des trains où il n'y a pas une voiture qui s'appelle locomotive, c'est ce qu'on appelle un autorail. Il y en a beaucoup en Europe. Les trains avec locomotive ont quasiment disparu. Dans les autorails, on appelle ça le diesel électrique. C'est un moteur diesel qui produit l'électricité, qui va alimenter le moteur électrique qui est sur les roues, qu'on appelle les bogies. Le système d'entraînement du train, ça s'appelle les bogies. Donc, il y a un moteur électrique dessus qui a une certaine puissance. Donc, dans un diesel électrique, tu as un moteur thermique qui est en toiture, qui produit de l'électricité comme un groupe électrogène, lequel va alimenter cette bougie-là. Dans les autorails, c'est ça. Du coup, tu as ces moteurs-là qui sont répartis sur les deux voitures. Tu en as une en tête et l'autre sur la voiture de queue. Il y a les deux. Donc, quand vous arrivez souvent dans une gare en France, quand vous entendez un autorail, vous entendez bien le bruit du moteur diesel au-dessus du toit. Non, c'était la vapeur. À l'époque, c'était les trains à vapeur. Donc, on utilisait du charbon. C'était très, comment dire, c'était très peu agréable. J'ai déjà pris un train à vapeur quand on était en vacances dans les Cévennes en 2012. C'est 2012, hein, Mag. Elle avait 6 mois, elle est, oui. On était dans les Cévennes, dans le sud, là, pas loin de Montpellier. On a pris un train à vapeur, je te garantis, c'est chaud quand même. Hein. Quand tu rentres dans le tunnel, quand il n'y a pas de tunnel, ça va encore. C'est un train à vapeur qui s'enfonce dans la nature et tout. Donc, on te montre en fait comment les gens voyageaient. Donc, tu as des gens qui sont tout le temps en train d'alimenter la chambre de combustion. Donc, tu avais des cheminots, leur travail, c'était d'alimenter la chambre de combustion tout le temps. Donc, tu devais avoir une quantité de charbon de malade. Et c'est de la détente de la vapeur qui faisait avancer le train. Donc, voilà. C'est pour ça qu'en fait, quand vous entendez les gens dire c'est grâce à notre nom, avant d'avoir l'énergie, tout ce que le pétrole a changé, le pétrole est simplement venu changer le système d'énergie. Quasiment tout existait, les systèmes de transmission et tout le tralala. Quand vous regardez les moulins avant, bah, c'est quand même de la haute technologie, hein, c'est étonnant. Au jour d'aujourd'hui, on utilise maintenant le même principe pour l'éolienne, pour produire l'électricité. Mais ça doit t'étonner comment ils faisaient. Donc tout le système de transmission existait. Tout ce qui a changé, c'est la source. Là où dans un moulin avant, c'est le vent qui était la source, l'énergie motrice. Dans un moulin classique, c'est un moteur électrique qui est l'énergie motrice. C'est l'électricité ou du gasoil. C'est juste ça que ça a apporté. Mais tout existait déjà. Les trains, ils n'ont pas attendu d'aller piller le pétrole chez les autres pour avoir des trains qui se déplacent. Hein. À l'époque, le train marchait très bien. Hein. Il faisait des longues distances, il avait une certaine autonomie, une capacité de transport maximum. Le train roulait à 60-65 km. À l'époque, c'était de la grande vitesse pour eux.
Vous roulez à 60 km à l'époque où les calèches se déplaçaient à 20, à 10, 15 km à l'heure. Un train qui roule à 60 km à l'heure, c'est comme le TGV aujourd'hui. Il ne faut pas regarder... Il y a quelqu'un qui dit les moteurs à vapeur ne prennent pas la bougie. Qui a affirmé que les moteurs à vapeur prennent la bougie, madame? Tiens, Nadia de Bofsam, tu voulais juste montrer que tu me contredis, je ne comprends pas. Qui a affirmé ici que les moteurs à vapeur prennent la bougie? Qui a affirmé? Un moteur à vapeur, son énergie, c'était le charbon. À quel moment la bougie va intervenir là-dedans? Tu comprends souvent. Tu as compris par quoi, madame? Tu as compris par voix anale ou bien par tes vraies oreilles? Parce que moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Faux. Avant de parler, renseigne-toi avant de parler. Déjà, ça, c'est le langage du quartier. Quand quelqu'un se trompe, explique-lui l'erreur. Ce n'est pas renseigne-toi. Il se renseigne où? Ça veut dire quoi, renseigne-toi? Ça, c'est le langage du quartier. Vous n'avez jamais un intellectuel qui parle comme ça. Un intellectuel, c'est ce que vous dites n'est pas exact, monsieur, parce que la réalité, voici ça. Tu donnes l'information. Espèce d'idiote. Si je te demande comment fonctionne la machine à vapeur, tu es capable de faire ça, les propriétés de l'eau, tu es capable de faire ça? Parce que je peux te faire monter ici direct. Hein. On voit ce que tu connais de l'eau. Quand je t'ai demandé comment on calcule l'enthalpie d'un mélange eau-vapeur, comment tu fais? Tu vas me dire, tu vas pouvoir répondre à ces questions-là ou pas? Si je parle de titre en vapeur, si je parle du titre en vapeur, tu sais ce que ça veut dire le titre en vapeur? Tu connais pas. C'est toi qui vas venir m'expliquer un moteur, la machine à vapeur. C'est mon métier, idiote. C'est mon métier. C'est la thermodynamique, madame. Peut-être que vous ne savez pas trop en quoi je suis réellement diplômé. Hein. Je suis ingénieur en mécanique de fluide et thermodynamique. Donc, franchement, s'il y a quelque chose à prendre là-dedans, c'est pas toi. Si je peux commettre un lapsus, mais s'il y a quelque chose à prendre là-dedans, c'est pas toi. Non, c'est pas une question, c'est pas une affaire de on aime qu'on baratine. Pour pointer l'erreur d'une personne, il faut déjà que la personne ait commis l'erreur. Et puis quand on veut corriger l'erreur d'une personne, on le fait de façon correcte. Pourquoi à chaque fois pourquoi quand tu pars du principe, pourquoi si tu dois corriger quelqu'un, tu es obligé d'avoir une attitude humiliante? Ça montre que si c'est vous qui avez le savoir que j'ai, mais vous serez tout le temps d'insulter tout le monde. Admettons que moi, je ne maîtrise pas très bien la machine à vapeur, ça peut arriver. J'ai commis un lapsus, je me suis trompé, je ne connais pas très bien comment fonctionne le système, j'ai parlé de bougie. Mais c'est à toi de m'expliquer que non, désolé, la bougie n'intervient pas là-dedans. Maintenant, Nadia, est-ce que je vais te poser une question. La bougie dans un moteur thermique, elle sert à quoi, s'il te plaît? La bougie dans un moteur thermique, elle sert à quoi? Est-ce que tu peux répondre à cette question? À quoi sert la bougie dans un moteur thermique? Si tu peux monter même ici, qu'on ait un échange, ça m'intéresserait. Je vais t'inviter à monter. Comme ça, tu vas parler ici. On va voir ce qu'il y a dans ton ventre. Monte, Nadia. T'inquiète, tu vas te manger. Monte, s'il te plaît. M'intéresse que tu montes. J'ai envie d'avoir un échange avec toi là sur les machines à vapeur. Toi et moi, on va apprendre aux Camerounais ce que c'est qu'une machine à vapeur. Tu as refusé. Eh bien, je te bloque. Hein. C'est facile. Je te renvoie une dernière fois. Tu refuses, je te bloque direct. Hein. J'aime pas les plaisantins. Donc, je te renvoie l'invitation. Voilà. Monte ici, on parle de machine à vapeur, s'il te plaît. Eh ben voilà. Eh ben, je suis obligé de te bloquer, Nadia. Pas trop le choix. Bloqué. N'aime pas les gens qui... Voilà, hop. En admettant même que quelqu'un comme moi dise que la machine ne va pas fonctionner à bougie. Déjà, je ne vois pas où j'aurais dit ça. Nicolas m'a demandé, avant la colonisation, comment fonctionnaient les trains. C'est la question de Nicolas que j'ai répondu. J'ai introduit la machine à vapeur pour répondre à une question de Nicolas. Avant la colonisation, comment fonctionnaient les trains? J'ai dit, machine à vapeur, par du charbon. J'ai parlé de charbon, je n'ai pas parlé de bougie. La bougie vient chercher quoi là-dedans? Mais je ne cherche pas, je ne vois pas où la bougie intervient là-dedans. Et je suis sûr que tu ne sais pas à quoi sert la bougie dans un moteur thermique. Je suis sûr que tu ne sais pas. Si je te demande à quoi elle ressemble la bougie, je crois que tu penses à la bougie avec la bougie qu'on met à la maison, là, quand on dit Dino Chandelle, là, je crois que tu penses à un truc de ce genre. Quand tu bougies, je crois que tu penses à ça. Je vous ai dit en fait, hein, c'est pas parce que quand vous avez un minimum de connaissances, soyez humble. Je rappelle, quelqu'un qui dit va te renseigner, c'est pas quelqu'un qui est sérieux. Quand tu sais, tu expliques comment tu sais. Tu parles tout seul, lui, en fait. Dire des bêtises et dire va te renseigner, ça ne veut rien dire. Si quelqu'un pense que tu te trompes, il doit te dire en quoi tu te trompes. Il ne doit pas te dire tu te trompes, va te renseigner. Ça ne veut rien dire, ça, en fait. Ce n'est pas s'exprimer. Apprenez à réfléchir, apprenez à raisonner quand vous parlez. Soyez complet. Si je pense qu'une personne dit une bêtise, je vais le dire. Et en plus, il y a des gens, s'ils disent un truc qui n'a pas de sens, compte tenu de leur niveau, je vais mettre ça sous le compte du lapsus.
Je ne veux pas prendre un grand matheux qui dit 2 plus 2 égale 5. Je vais dire, avant de parler de l'addition, avant de prétendre qu'on est matheux, il faut d'abord se renseigner sur la multiplication. 2 plus 2 n'est pas égal à 5. Va te renseigner. Ça, c'est un propos de villageois. Je ne sais pas si Cédric Villani dit 2 plus 2 égale 5. Il y a deux possibilités. Soit on n'est pas en base 10, celle que je connais, soit il commet un lapsus. Mais ça ne peut pas dire qu'il est ignorant. Putain, il a une médaille Field, abruti. Ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Non, moi, j'aurais bien aimé qu'elle monte. Bientôt être mangé, mon cœur. Ouais, j'aurais On bien. mange dehors? Oui. J'aurais bien aimé qu'elle monte. Pour une fois, peut-être, je pourrais parler avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. On allait parler un petit peu du moteur. Hein. Et elle a juste m'expliquer comment tu peux calculer l'enthalpie d'un mélange, l'enthalpie de la vapeur. Quand on te donne la vapeur, on te donne la vapeur. Qu'est-ce qu'il te faut pour calculer son enthalpie? Juste pour voir si elle sait de quoi elle parle. Donc, quand on disait bougie, tu croyais que c'était la bougie, en fait, comme la chandelle, quoi, c'est ça? Non, mais voilà, je pense que... Non, mais voilà, je veux dire, beaucoup de gens utilisent la voiture, mais ne savent pas comment fonctionne. Oui, donc là, je parlais de la vapeur, c'était juste pour dire aux gens que même pour voyager à bateau, les Européens n'ont pas attendu d'avoir du gasoil. Hein. Ils avaient des galions qui fonctionnaient avec la force du vent. L'Européen a toujours su utiliser la nature pour prendre sa force. Pendant que vous utilisez la nature pour dire qu'il y a la sorcellerie, machin, bidule, quand vous voyez un cours d'eau, vous dites que non, il y a un Mami Wata dedans, l'Européen, il regarde un cours d'eau, il voit une source immense d'énergie. C'est ça la différence qu'il y a entre vous deux. C'est pour ça que je suis un blanc, moi. Je suis fier d'être blanc. Je suis fier d'être devenu blanc, même d'ailleurs, j'ai envie de dire. J'ai commencé ma vie noire, puis j'ai passé le concours, je suis devenu blanc. Je l'ai mérité. C'est pour ça que je ne peux pas regarder le monde comme vous. Quand vous regardez une chute d'eau au Cameroun, vous la regardez en la mystifiant. On prétend qu'il y a un ancêtre qui est caché quelque part là-dedans. Le blanc voit une source d'énergie potentielle de malade. Il regarde là, il voit une source, il dit putain, comment je peux faire pour utiliser ça? Il va inventer une sorte de turbine qu'on va appeler la turbine de Pelton, qui peut tourner là en bas, alimenter un moteur ou bien alimenter un système d'entraînement et rester chez lui, cette eau arrive jusqu'à chez lui. Il profite de l'énergie potentielle de chute. Mais pendant que toi, tu vois le Mami Wata, quand tu vois un cours d'eau rapide, il voit là-dedans qu'il peut mettre un moteur qui est entraîné par ce cours d'eau. Pendant que toi, tu vois une rivière où il y a un Mami Wata dedans. Quand tu regardes la mer, il voit un moyen de transport à grande capacité. Pendant que toi, tu regardes la mer, tu dis, il y a les orsets cachés là-dedans. Lui, il voit une source. C'est comme ça qu'ils avaient des bateaux. C'est comme ça qu'ils sont venus vous coloniser, vous esclavagiser, vous attraper, vous envoyer dans les champs de coton. Ils arrivaient à vous transporter par centaines. Alors qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas rien. Il ne fait rien. Juste la force du vent. Quand il voit le vent, il voit une source d'énergie. Toi, tu vois le vent, tu dis que c'est un sorcier qui a envoyé. Tu vois, pour toi, c'est un sorcier qui l'a envoyé. Mais lui, il voit une source d'énergie infinie. Vous voyez la différence ou pas? Ici, là, les rivières ont servi pendant longtemps de moyen de transport. Quand il y avait des coupures ou des chutes, ils arrivaient à compenser ça par des systèmes d'écluses, des ascenseurs. Avant qu'on ait les ascenseurs dans les immeubles, on avait les ascenseurs sur les rivières, système d'écluses. Donc, quand tu arrives quelque part où tu as un niveau d'eau ici et là, bah, le bateau ne peut pas continuer. Qu'est-ce qu'on fait? On met un système d'écluses. Donc, quand un bateau arrive ici et qu'il veut aller de ce côté-là, on ferme les bâtards d'eau. On appelle ça les bâtards d'eau. Voilà, on ferme les bâtards d'eau, l'eau monte, le bateau monte, il monte. Quand il arrive à ce niveau, ça s'ouvre de ce côté et il continue sa route. L'autre qui arrive par là, il vient. Quand il se met là, hop, on ferme derrière lui, on ouvre le bâtard d'eau à l'avant, il descend. Quand il arrive à ce niveau, ascenseur. C'est comme ça que fonctionne le canal du Panama. C'est comme ça qu'ils ont réglé le problème du canal du Panama. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à transporter des capacités énormes. On transportait avec de l'eau. Il y avait ce qu'on appelle les vaches, les chevaux d'allaitage. Tu as des voies d'allage. Sur le long des rivières en France, tu vois qu'il y a des voies sur le côté, le long des rivières. On appelle ça les voies d'allage. Ils avaient constaté qu'un bateau, un animal qui fait 120 kilos, un animal peut tracter 120 fois son poids sur l'eau. Donc, ils avaient des bateaux avec 2 ou 3 chevaux sur le côté. Donc, on mettait 5 chevaux sur le côté qui tractaient le bateau. Le bateau, il marchait sur le côté, sur la voie, on appelle ça la voie d'allage. Il marchait sur le côté et il tractait le bateau. Et donc, comme un cheval peut tracter 120 fois son poids, eh ben, si tu as 4 chevaux,
Tu peux tracter 120 fois le poids de ces 4 chevaux. Un cheval à peu près faisait quoi? 500 kilos. 500 fois 120, ça fait 60 kilos. Donc, s'il y a 4 chevaux, tu peux transporter combien? 400 tonnes. Voilà comment on arrivait à transporter les choses. Le canal du Midi est né du fait que quand on avait des récoltes à Bordeaux qu'on voulait expédier à Marseille, le même pays que la France, on était obligé d'aller contourner la péninsule ibérique pour remonter sur Marseille. Donc les gars ont dit, mais attends, on ne peut pas créer une voie là entre Bordeaux et Marseille. D'où le canal du Midi confié à Gustave Flaubert, qui a appelé un architecte de l'époque qui s'appelait Pierre-Paul Riquet, qui a travaillé dessus. Et ce canal a inspiré beaucoup de pays, comme les États-Unis, notamment Thomas Jefferson, qui à l'époque était ambassadeur des États-Unis en France. Il s'est inspiré de ça pour amener ça aux États-Unis quand il est devenu président. Donc, ce qui fait que vous pouvez partir de New York jusqu'à Chicago. Vous pouvez partir de New York à Chicago sur l'eau, sans problème. Donc, c'est pour ça que à chaque fois que vous voyez une rivière, quand vous allez quelqu'un, vous voyez une rivière, vous dites, il y a Imami Ouattara, il est en train de vous ramener par le passé. Moi, quand je suis arrivé à Fumbote, il y a une rivière là qui traversait la ville de Fumbote, en fait. On appelait ça l'Oncoupe. L'Oncoupe, pas le Noun, parce que le Noun, il est extérieur. Déjà, vous voyez qu'il y a une différence entre votre façon de construire vos villes. Dans un pays normal européen, toutes les villes du département du Noun seraient construites, les villes majoritaires principales du département du Noun seraient construites autour du Noun. Mais il n'y a presque aucune ville qui est traversée par le Noun. Aucune. C'est problématique. C'est bien le fait que c'est des villes qui ont été construites après la colonisation, après la mécanisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce besoin de se déplacer par l'eau. Et c'est la même chose aux États-Unis. Hein. Vous avez beaucoup de villes qui ne sont pas construites sur l'eau. Parce que les États-Unis ont commencé à se construire quand la mécanisation existait. Donc on n'avait plus besoin de l'eau pour se déplacer. On avait besoin des routes. On avait déjà des routes, on avait des moteurs thermiques et tout le batacan. Mais en Europe, c'est différent. Dans toutes les grandes villes, les grandes villes européennes sont construites autour de l'eau. Parce que l'eau était une gare. C'était une gare. Et donc, on se déplaçait pas mal avec l'eau pour aller de part et d'autre. Donc, quand tu arrives à Fumboto, ils appellent ces rivières la longue coupe. Ils disent qu'il y a les sorciers qui sont cachés dedans. Quoi. Voilà. Donc, déjà, pourquoi? Parce que 2-3 personnes sont mortes noyées dedans. Il y a quelqu'un qui dit tu ne seras jamais blanc. Oh, je suis fier d'être blanc. Non, non, non. Tony, c'est ça. Je suis blanc. C'est pas toi qui vas décider. Tu ne seras jamais blanc. Oh, je suis fier d'être blanc. C'est tout ce que tu as retenu de ce que je dis. Voilà pourquoi tu es condamné à demeurer débile. Même si je dis que je vais être blanc et que tu vois un noir devant toi. C'est celle dont là tu es dans ce live depuis, c'est la seule chose que tu as retenue. Tu comprends pourquoi je ne peux jamais être comme toi? Tu es un minable en fait. Je ne peux jamais être comme toi. Si être noir, c'est être toi, je ne suis jamais noir, mon gars. Je te le dis tout de suite. Si tu vois la frustration, le complexe, c'est ton problème. Il n'y a personne qui m'aime comme je m'aime. Je ne suis pas sûr que tu t'aimes comme moi je m'aime. Et je te pose l'action à toi. Si je te demande qui aimerais-tu être, toi ou moi? Je crois que toi, si tu es honnête, tu vas choisir que tu aimerais être moi. Parce que tu vois quelqu'un qui s'aime. Toi, tu imagines un complexe qui n'existe que dans ton crâne. Parce qu'il faut réfléchir à travers la peau. Si être noir, c'est comme toi, je ne serai jamais noir. Je te le dis. Tu es maudit, frère. Tu rejettes les origines. Tu crois qu'on maudit quelqu'un à la bouche? Les mots n'ont pas de propriété magique. Hein? Espèce d'abruti. Essaye de me bénir, tu vois, ça va changer quelque chose. Tu es maudit, tu es maudit. C'est toi qui décides quelqu'un maudit. Tu vois, tu raisonnes comme un villageois, en fait. Je ne sais pas comment tu t'es retrouvé dans ce live. Tu n'as pas le minimum intellectuel, Ricky. Je rejette mes origines. Non, mes origines, si mes origines, c'est toi, je les rejette au plus haut point. Tu es un minable. Je ne veux même pas que quelque chose de près ou de loin te ressemble dans mon entourage. Tu restes dans un live où on parle de plein de choses. Ça, c'est tout ce que tu as retenu. Tu vois à quel point tu es minable, en fait. Tu ne seras jamais blanc, tu restes des mains. Non, je suis blanc, mon pote. Essaye de m'empêcher d'être blanc, vois. Moi, je suis blanc. Ça t'énerve que je te dise ça? Si être noir, c'est toi, je ne suis pas noir, mon ami. Je ne peux pas être plus clair. J'ai dit, je répète pour que tu comprennes très bien. Si être noir, c'est toi, Tony Sosa, je ne serai jamais noir, je n'ai jamais été noir. J'ai toujours été blanc. Parce que moi, quand je regarde la rivière, j'étais émerveillé par ce qu'elle peut produire. Je réfléchissais au potentiel. Est-ce qu'on peut élever les poissons dedans? Est-ce qu'on peut pas avoir des petits ports de plaisance là-dessus pour gagner un peu d'argent, pour que les gens s'amusent, comme je vois souvent à la télé, des gens avec des jet skis sur les rivières. C'est à ça que je pensais quand je voyais une belle rivière. Toi, tu voyais un Mami Ouattara dedans. Tu vois, toi et moi, on est pareil. On ne peut jamais être pareil, mon gars. Toi, tu es noir, moi, je suis blanc. Abruti. Et il dit que je suis complexé. Et quand tu dis ça, tu es sûr que tu as tué, moi. Mais il dit, tu es complexé, tu ne seras jamais. Et tu es sûr que tu as tué. Et toi, tu seras toujours. Non, vous aimez plutôt dire aux gens qui sont vendus. Et vous aimez qu'ils se défendent.
Là, quand tu vois une personne, si j'avais dit non, je suis comme toi, tu aurais dit non, 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 tu es un vendu, tu es un nègre de maison, tu es un... Voilà. Maintenant que je te dis je suis blanc, ça te dérange. Tu n'as pas de levier, tu ne sais plus quoi dire. Tu dis non, tu ne seras jamais... Non, non, je suis blanc, mon gars. Je suis blanc. Le tarot, tu m'as vu manger le tarot. Tu peux voir un gars comment manger le tarot. Tu peux voir manger le quoi coucou. Tu vois un blanc comment manger le quoi coucou. Tu vois un blanc comment manger le kwem sans sel. Hein? Tu veux que je te montre les nourritures de blanc comment je... C'est un peu petit jardin. Je vais montrer. D'ailleurs, ouais, comment? Ouais, ouais. Est-ce que tu as vu un noir qui vit comme ça? Bon, c'est vrai que la piscine n'est pas finie, les gars, désolé. On a en train de faire la piscine. Non, non, vous allez voir comment un blanc mange. Un blanc, il a toujours son petit coin de jardin, nickel autour de lui, tu vois, petit coin de jardin, et puis son petit barbecue. Tu vois? Voilà. Tu vois? Voilà. C'est comme ça. Et chez un blanc, c'est toujours propre, mon ami. Chez un blanc, c'est propre. Tu vois en quoi je suis noir? Il y a tu as une malédiction en toi. Il y a des entités maléfiques en toi, blablabla. Oui, tu es sorcier. Tu vois, tu crois à ce genre de conneries. Tu crois à les débilités que tu dis là, tu crois en ça. C'est pour ça que tu es dernière. C'est pour ça que toi et moi, on ne peut pas être ensemble. Espèce d'abruti. C'est pour ça que toi et moi, on ne peut pas être de la même race, Tony. Il y a une entité maléfique en toi. Vous, quand vous avez, il n'y a que le terme malédiction, maléfique, entité, blablabla. Vous n'avez que ça à produire. Dis-moi, toi là, quand tu regardes ici, là, tu vois quoi de noir? Je n'ai jamais vu un homme. Attends, je vais te faire monter ici, comme ça tu verses tes mots ici. Là. Ce serait drôle quand même que tu parles ici devant les gens. Tony, je te fais monter. Monte, verse toute ta colère, s'il te plaît. Monte. Tony, attention, si tu assumes vraiment ce que tu dis, monte, tu le dis, s'il te plaît. Bah, tu refuses pourquoi? Si tu es fier de ce que tu dis et tu n'as pas honte des débilités que tu dis, pourquoi tu fuis? Tu fuis encore, je te bloque, Tony. Tu es obligé de monter. Tu fuis encore, je te bloque. Donc, j'ai le bouton, je suis bloqué. Hein. Je vois que tu as rejeté, je te bloque direct. Hein. Je te préviens. Non, non, monte, tu dis ça ici. Monte, tu expliques comment je suis en mal-être. Monte, tu expliques aux gens mon mal-être ici. Tu vois? Monte. Monte, s'il te plaît. Il a refusé. Bon, bah, je suis obligé de te bloquer, mon gars. Désolé. Il faut parfois assumer ses propos. Espèce de crétin. On n'a rien à dire. Et voilà. Voilà. Donc, ces mecs, ils ont honte. Ces mecs, ils ont honte de leur truc. Ils ont honte de leurs propos. Non, non, c'est vrai. Quand toi, tu regardes là, tu vois quoi de noiresque ici? Tu veux que je te montre une cour noiresque? Tu as vu quoi de noiresque? Tu vois, c'est vert, c'est propre, c'est nickel, ça respire bien. Hein? Tu vois quoi de noiresque ici? Oh, si c'était toi qui habitais là, on verrait la porcherie, il y aurait la poubelle partout là. On aurait les ordures jetées par là. En plus, c'est même pas encore fini. Hein. Vous voyez que c'est encore en travaux. Voilà. Un noir, déjà, il entretient son espace. Hmm? Un noir, il entretient son espace. C'est tellement propre que le gamin, il peut se balader en chaussettes blanches. Regarde, il a les chaussettes blanches là, dans le jardin. Il peut se balader dessus sans problème. C'est tellement propre. Je peux me balader avec mes chaussons. Je peux me balader avec mes chaussons. C'est pas sale. Vous voyez? Non, 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 je peux jamais être comme vous, les gars. Je suis désolé. Je peux pas être comme vous. Je ne vous ressemble pas. Bon, d'ici là, ils m'ont dit qu'ils viennent faire ça lundi. Ils viennent la remplir. Bon, d'ici 2 semaines, là, en espérant qu'il y aura le beau temps, je pourrais être étendu là comme un blanc à siroter mon vin. Tu vois? C'est pas parce que tu es né à Fumbout que tu as passé ta vie dans les champs de Fessette que tu es obligé de raisonner comme un gars de Fumbout qui vit à Fessette. N'est-ce pas, Ibrahim? Moustapha, Moustapha, désolé, j'ai tout tendance à t'appeler Ibrahim parce que j'ai eu un camarade de classe qui s'appelait Ibrahim Bombo. Donc quand je vois ton nom, j'ai tout tendance en fait. Et mon professeur de technologie s'appelait Mbombo Eliassou. Mbombo Eliassou. Mon prof de technologie. Mbombo Eliassou. Très intéressant. Et qu'ils avaient appris en 4e. La targette au peine plat, la targette au plein rond. Au peine rond. Bon, comme vous êtes en train de voir, la table est en train d'être mise. Donc une nourriture naturellement de blanc. Pas vos conneries de quoi, coucou, de couscous ou de je ne sais autre quoi. Oui, mon garçon. Hein? Attends. Alors, ben, but, si on considère le cadre là comme un but, ben, c'est un but, non, Sean? Il faut
Fallait le... Oui, il faudrait qu'il fasse une rotation de 90 degrés. Ouais, peut-être bien, ouais. Donc, je disais tantôt que on passe à table, nous, de notre côté. Je vous laisse. Et à très bientôt, mes chers amis. Ciao.